Alors, donc, si j'accueille tout le monde, remerciant tout le monde d'être là et ceux qui vont arriver, je les remercierai à la fin. On est très content d'accueillir Catherine Urquic-Delattre, sachant qu'on aborde avec elle un sujet dont je me suis aperçu qu'en 25 ans de conférences, en tout cas dans celle que j'ai menée, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, les parents n'étaient pas au devant de la scène. Donc, il est temps de s'y mettre. Voilà. Et donc, la conférence va se dérouler avec un premier temps rapide de présentation. Puis, Catherine nous exposera donc le sujet du soir, qui est bien sûr la coéducation des clés pour une responsabilité partagée. Et vers la fin de la conférence, disons vers 18h15 environ, je vous mettrai un petit mot sur le chat pour vous dire commencez à poser des questions parce que dès qu'elle aura terminé, on aura un temps, non pas d'échange en direct, mais de remonter des questions de façon à ce que vous puissiez avoir des réponses aux des différentes choses qui vous préoccupent. Et ces questions seront relayées par les visages que vous voyez. Donc, il y a donc Gabriella qui est professeure d'université donc au campus de Rouen de l'ICP, et donc l'universitaire, et nous avons aussi Alexandra qui est professeure en lycée et qui est aussi présidente d'une organisation qui grimpe, de réseau des parents. Voilà, donc il y a deux regards et puis moi-même qui m'occupe des conférences. Donc on animera ce moment-là. Voilà, vous recevrez, enfin, vous avez reçu une liste de ressources élaborée donc par Catherine, liste dont on la remercie parce elle est parfaite, elle est complète, elle est variée. On a ses ouvrages, d'autres aussi pas mal de liens pour se nourrir après et continuer sur le sujet. Donc je vous invite d'ailleurs à partager cette liste de ressources avec vos connaissances et toute personne intéressée. Voilà. Et donc, la conférence est enregistrée comme toutes les conférences. Et si vous avez des amis ou si des gens qui n'ont pas pu venir, etc., on les retrouve toujours sur le YouTube de la Cato. Pas tout de suite, mais vous allez chercher, vous retrouverez. Et vous aurez, parce que Catherine l'accepte, vous recevrez tous les inscrits à la conférence, vous recevrez sa présentation pour vous ressouvenir un petit peu de ce qui a été dit. Voilà. Donc, Catherine, sa dernière grande fonction a été chargée d'études à l'École normale supérieure de Lyon, le centre Alain Savary, ce qui était la dernière étape d'une grande carrière dans l'éducation avec des débuts, les études à Aix, une carrière à Marseille, La Réunion, puis visiblement Lyon qui est devenu le centre. Enseignante, directrice d'école, coordinatrice de réseau réussite scolaire, formatrice dans l'éducation prioritaire, formatrice en IUFM. Alors, quand on discute avec Catherine, on l'a discuté pour préparer un peu ce moment, on insiste beaucoup sur son engagement dans l'éducation populaire, la pédagogie Freinet, et vous allez voir toutes les sources et ressources. Et donc, elle participe à l'Institut coopératif de l'école moderne. Et donc, dans ses grandes préoccupations, c'est les questions du défi de l'école, de faire une place à tous les enfants, et plusieurs de ses ouvrages, notamment Restaurer le goût d'apprendre, chronique, alors il faut que je lise là, chronique d'une année à l'école élémentaire de ces enfants qu'on dit terribles. Et puis il y a l'engagement dans ATD Quart Monde, les familles en précarité, etc., qui a donné lieu à permis, enfin en tout cas un ouvrage, si je ne me trompe pas, un ouvrage avec Martine Mérieux sur les pratiques partenariales auprès d'enfants et d'adultes en situation d'exclusion. Et donc, elle insiste beaucoup quand on discute sur la nécessité de sortir du jugement sur des parents dits défaillants. Voilà. Alors ce soir, le sujet, c'est la coéducation, comme je disais la première fois que les parents rentrent dans mes conférences, et du fait de son dernier ouvrage, hein, Des clés pour une responsabilité partagée, ouvrage qu'elle a dirigé hein, avec d'autres, et qui est paru il y a juste un an. Voilà. Il y avait eu déjà la coéducation à l'école, c'est possible. Alors, pourquoi la coéducation? Ben, parce que maintenant, ça fait partie des instructions. Hein. Vous avez dans la liste des ressources le BO de 2013, vous pourrez
donc le consulter en direct. Et puis, qui souligne bien que maintenant, la coéducation, c'est pas une fantaisie, c'est pas optionnel, c'est une partie du métier. Bon, alors pourquoi Catherine dans cette affaire? Parce qu'effectivement, toute son évolution, son parcours l'ont amené à ce sujet qui lui tient à cœur. Bon, d'où c'est parti, ben, elle était enseignante et puis elle était aussi maman et puis elle s'est retrouvée avec la question des deux casquettes, déléguée de parents, un fils au collège et une grosse difficulté, ça s'est pas bien passé avec les profs, quoi. Voilà. Alors ça l'a amené à réfléchir, à se poser des questions. C'était pas une question de personne, c'était une question de structure à ses yeux. Et en tant que parent, elle attendait la coéducation et puis eh ben, c'était pas le cas et elle se considérait que les profs n'étaient pas formés à ça. Du coup, lecture, notamment sur choses qui se faisaient en petite enfance, éducation spécialisée, etc., qui étaient plus en avance que le reste de l'éducation nationale. Et donc, le jeu, c'est de conjuguer l'expérience parent, l'expérience professionnelle, le passé associatif. Elle parle beaucoup de porosité entre tout ça et de transférer en gros des pédagogies de la relation, pédagogie Freinet, sur la relation avec les parents. Voilà, ce qui fait coéducation, quoi. Voilà, donc ce soir, grâce à elle, nous allons pouvoir partager en gros les concepts, l'expérience de dispositif, tout ça, essayer de mieux comprendre comment mieux faire, on va dire. Voilà. Après cette petite présentation, je Merci vais beaucoup. donner la parole à Catherine. Bien, merci pour cette présentation. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, je vais partager l'écran pour mettre mon PowerPoint. J'espère que ça va fonctionner. On va même directement sur le truc. C'est bon, vous Nickel, le voyez? parfait. Super. Bon, ben, très bien. Donc nous, on coupe nos micros. OK. Ah, ça commence mal. Ah si, ah oui, ok, c'est là. Attendez, excusez-moi, il faut que je m'ajuste un peu pour voir mes titres. OK. Donc voilà, voilà un petit peu le plan de mon intervention, hein. Donc je vais parler pendant 1 heure. Je commencerai par compléter un tout petit peu ce que vient de dire Anne-Marie, qui a en même temps très bien présenté, pour vous dire un peu d'où je parle et quel a été mon parcours, comment je me suis inscrite donc, dans cette question. Puis je donnerai un certain nombre de repères. Donc dans un premier temps, les repères issus du prescrit, puisqu'effectivement, comme ça a été dit actuellement, la relation avec les parents pour les enseignants fait partie vraiment du prescrit, pas seulement pour les enseignants, on le verra. Et puis ensuite, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a finalement un décalage entre le prescrit et le réel, avec un certain nombre d'autres repères, des repères d'abord historiques sur les différents modèles de relations école-famille-cité qui existent, historiques et géographiques aussi dans d'autres pays, et puis d'autres repères sur les témoignages que font les parents et les professionnels sur les difficultés qui font obstacle pour mettre en œuvre ce prescrit. Et puis ensuite, une partie assez importante dans laquelle je m'appuierai sur des recherches en éducation pour donner un certain nombre de concepts, un certain nombre de postures qui permettent de faciliter cette relation. Ensuite, on viendra au concret avec repérer ou revisiter des dispositifs. Et là, je vous donnerai un certain nombre d'exemples que j'ai pratiqués et ou qui sont dans l'ouvrage dont Anne-Marie a parlé. Et on terminera sur la question des gestes professionnels pour mettre en œuvre cette coéducation à l'école. Et puis les ressources dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc Anne-Marie a parlé de mon parcours. Donc effectivement, ma motivation au sujet de cette relation parent-enseignant, qui ensuite s'est élargie sur la coéducation en général, vient effectivement du croisement de mes différentes expériences. Et finalement, j'aime bien en parler parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis autorisée à regarder ce croisement, alors que souvent, il est plutôt préconisé de séparer. On dit volontiers qu'un enseignant va être un meilleur professionnel s'il oublie qu'il est lui-même parent, et puis qu'un parent va un peu moins, on va dire, enquiquiner les collègues s'il oublie qu'il est enseignant dans sa fonction de parent. Et en fait, ben moi, j'ai refusé finalement. Enfin, je me suis rendu compte que c'était trop inconfortable pour moi d'avoir cette séparation et qu'au contraire, il était très fécond de s'autoriser à croiser ces expériences.
Donc, penser à mon expérience professionnelle quand j'étais parent et penser à mon expérience parentale quand je suis professionnelle. Et puis également, donc, l'expérience associative multiple qui a été évoquée, à la fois d'un point de vue pédagogique, mais également du point de vue de parent, puisque j'étais aussi active dans une fédération de parents. Et puis d'un point de vue aussi de citoyenne, puisqu'en tant que citoyenne, j'ai aidé, par exemple, des familles sans hébergement ou sans papier. Et ça m'a aussi beaucoup appris sur la question de la coéducation. Donc, c'est vraiment ce croisement des différents savoirs. Alors, j'ai eu la chance de terminer effectivement ma carrière à l'Institut français d'éducation, où là, j'ai pu vraiment me nourrir de la recherche. Donc, on va dire que c'est aussi le croisement entre la théorie et la pratique, parce que je suis avant tout une praticienne. J'étais pendant 40 ans sur le terrain, mais dans ces 40 ans, pendant 20 ans, en même temps sur le terrain et en même temps formatrice, pour terminer entièrement en tant que formatrice. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que la coéducation, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, puisque, comme le dit un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Frédéric Jésus, il rappelle que nous sommes tous des anciens enfants. Donc, de toute façon, nous sommes tous concernés par l'éducation, puisque nous avons été marqués par l'éducation de nos parents. Nous sommes tous des anciens élèves. Et puis ensuite, quand nous devenons professionnels, nous sommes pour beaucoup d'entre nous parents, puis grands-parents. Donc, on est de toute façon dans ces problèmes de coéducation avec nos multiples casquettes. Soit on veut les croiser, soit on veut les séparer, mais de toute façon, elles sont là. Alors, je ferai référence effectivement à l'ouvrage. Donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages, comme ça a été dit, mais c'est vrai que là, je m'appuierai plus sur le dernier ouvrage qui est paru en collaboration entre l'Institut français de l'éducation et Réseau Canopé. Et c'est un ouvrage, en effet, que j'ai coordonné, dont j'ai rédigé la plus grande partie de la partie générale. Donc, l'exposé que je vais faire se retrouve en partie dans cet ouvrage. Et puis, un certain nombre d'exemples qui vont de la maternelle au lycée, pour lequel, donc, une trentaine d'auteurs ont participé en racontant finalement leurs expériences, leurs dispositifs. Il y a également deux chercheurs qui ont collaboré à cet ouvrage, on retrouve leurs articles en ligne. Il y avait un peu trop de pages, donc les articles sont lisibles en ligne avec des QR codes. Voilà, donc je vous redirai au fur et à mesure quels sont les auteurs qui ont participé. Alors, je vous le disais, premier repère, c'est le prescrit. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que sur ce sujet, le prescrit a vraiment beaucoup évolué. Personnellement, quand j'ai commencé à être enseignante, donc c'était il y a 40 ans, les conseils d'école existaient déjà. Donc, voilà, on était quand même après 68, hein. Dans les années 70-80, les parents sont rentrés dans les écoles avec les conseils d'école. Mais sur la question des compétences professionnelles et de l'évaluation des enseignants, il n'y avait pas d'instruction sur la collaboration ou la coopération avec les parents. Et il a fallu attendre, donc il y a eu un BO très important en 2006 qui a expliqué les droits d'information et de participation des parents, mais qui était encore centré sur les parents délégués. Et puis, donc en 2013, donc au moment de la refondation de l'école, un bulletin officiel extrêmement important, je vais revenir dans un instant, qui s'appelle donc Renforcer la coopération entre les parents et l'école, et qui est toujours en vigueur, puisque cette question de la coopération avec les parents est un des seuls, si ce n'est le seul sujet sur lesquels nos ministres précédents, donc Jean-Michel Blanquer et puis Papa Ndiaye, n'ont pas relégiféré. Donc on est toujours sur un texte qui date de 2013 et qui est toujours valable. Également le référentiel de compétences de l'éducation prioritaire, qui lui aussi donc, donne comme un des axes importants la coopération avec les parents. Je précise que ces textes sont des textes qui sont pour le premier et le second degré. Hein. Ce n'est pas des textes uniquement du premier degré. Et puis, depuis quelques années, chaque circulaire de rentrée rappelle le rôle des parents, en particulier dans le cadre de l'école inclusive, pour lequel ce rôle est rappelé en permanence. Et un certain nombre d'outils également ont été édités par l'Éducation nationale. Donc, j'en ai mis les principaux ici. L'outil Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc, c'est un dispositif que certains connaissent peut-être, que je ne vais pas détailler aujourd'hui. OEPRE, qui consiste à organiser des cours de français pour les parents dans les établissements scolaires. Un autre outil très intéressant qui s'appelle la mallette des parents, qui est donc à disposition des parents et qui donne un certain nombre d'outils pour lire l'école, donc un outil en ligne. Et puis un autre outil très intéressant qui s'appelle Accompagner le développement des espaces parents dans les établissements d'enseignement scolaire, qui a été, parce que je ne l'ai pas exactement retrouvé en ligne, donc il me semble qu'il est remplacé par un autre dossier qui s'appelle la coéducation tout court, dont je vous ai donné le lien à la fin. Voilà, donc ces outils de l'éducation nationale qui sont vraiment intéressants et ça devient effectivement, c'est très différent de ce qui s'est passé avant, puisque ce n'est pas effectivement une option, hein, la relation avec les parents, ça fait partie de la professionnalité.
Alors, ce bulletin officiel dont je vous parlais, renforcer la coopération avec les parents sur les territoires, j'en donne ici un extrait. Il nous dit, pour construire l'école de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur. Donc ça, c'est un élément très important du texte, parce que pour la première fois, un texte officiel nous dit que faire venir les parents à l'école, c'est un enjeu de réussite. Auparavant, on avait plus un enjeu de participation, d'information, de convivialité. Ici, on dit que c'est un enjeu de réussite. Donc, c'est bien la responsabilité des enseignants, du point de vue de la réussite des élèves, de mettre en place cette coopération. Et puis, on nous dit également, en particulier les parents les plus éloignés, ça aussi, c'est venu petit à petit. Dans un premier temps, c'était plus les parents qui connaissent les codes qu'on va faire participer. Et petit à petit, notamment grâce aussi aux éclairages des sociologues, on s'est rendu compte qu'il y a un véritable effort volontariste à faire pour que ce soit tous les parents qui bénéficient de cette coopération. Et en effet, donc, dans la deuxième partie, on dit bien que donc l'école va se construire avec la participation des parents et que cela requiert une approche globale de l'élève dans son environnement. Ici, on retrouve la définition de l'école inclusive et un projet partagé avec l'ensemble de la communauté éducative et de ses partenaires. Donc, ce sont des éléments qui sont assez nouveaux donc, dans ce bulletin officiel. Donc, je détaille encore un tout petit peu ce bulletin donc, qui a trois plutôt grandes parties. La première qui nous dit qu'il faut rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents. Ici, si on dit rendre effectifs, c'est parce que ces droits ont été largement détaillés dans des bulletins officiels précédents, en 2006 et en 2012, mais qu'un certain nombre d'enquêtes et même de rapports parlementaires ont montré que ce n'était pas vraiment ça qui se passait dans les établissements. Deuxième point, construire une véritable coopération entre les parents et l'école. Et ici, le bulletin officiel donne des points très précis sur ce qui est demandé aux enseignants. Troisième point, développer les actions d'accompagnement à la parentalité. Donc ici, on est un petit peu en décalage par rapport à la mission essentielle de coéducation, mais il va s'agir plus de travailler avec les partenaires pour appuyer ces actions d'accompagnement à la parentalité et les faire connaître aux parents. Donc en conclusion, d'après ce texte, la coéducation, c'est vraiment une approche globale de l'enfant élève avec une prise en compte des attentes et des demandes des parents qui va nécessiter une démarche volontariste. Donc ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est vraiment ce que nous dit clairement ce texte. Alors, le prescrit, on le trouve aussi en dehors de l'école et c'est vraiment intéressant de le voir. Je pense que ce soir, on a un public qui est essentiellement éducation nationale, mais je fais énormément de formations en intermétier avec les partenaires, puisque si on dit qu'on va collaborer avec eux, il est intéressant de travailler avec eux. Et donc, voilà, vous savez que depuis la réforme des rythmes, le projet éducatif de territoire, PEDT, est devenu quelque chose de quasiment obligatoire ou systématique dans les communes. Et ces projets éducatifs de territoire parlent de coéducation et sont aussi des éléments très intéressants. Le dispositif Cité éducative, que vous connaissez sans doute, insiste également beaucoup sur la coéducation. Puis j'ai cité là le dispositif classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité, donc qui se fait avec les partenaires dans les quartiers. Et tout ça, ce sont des éléments de coéducation qui vont se passer dans la cité en dehors de l'école. Également, du côté du ministère de la Santé, alors là, j'ai donné un document un programme qui est terminé, mais il va y avoir de nouveaux programmes sans doute. Donc, une stratégie nationale de soutien à la parentalité qui est proposée donc, par le ministère de la Santé. Donc, c'est intéressant, c'est une question qui est vraiment interministérielle, notamment dans les quartiers d'éducation prioritaire, mais pas que, puisqu'on insiste aussi beaucoup maintenant sur les milieux ruraux, dans lesquels aussi ce travail de tissage de partenariat est très important. Et on ne peut jamais oublier les parents dans les partenariats qui concernent l'éducation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du petit guide méthodologique sur les espaces parents. Il est vraiment très intéressant parce qu'il reprend des résultats de la recherche. Et c'est un guide qui dit que pour créer donc des espaces de rencontre avec les parents, il va falloir donc se référer au principe de parité d'estime, de coopération et d'explicitation. C'est quelque chose que je vais reprendre tout à l'heure dans l'appui sur les concepts. C'est intéressant de voir que ces concepts-là se trouvent dans les textes officiels. Alors, je ne m'arrêterai pas plus sur le prescrit, hein, vous avez les références des textes dans les ressources. Ce qu'on voit, c'est que dans les établissements, ce n'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. Les gestes professionnels, donc on verra à la fin, ne sont pas vraiment bien installés. Et puis, les professionnels se heurtent à de nombreuses difficultés. Et ce que j'ai ressenti en tant que parent, moi, quand je me suis retrouvée au collège, effectivement, et que j'ai été insatisfaite de ce qui se présentait, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de personnes qui ont de la mauvaise volonté, mais c'est un problème structurel. Les professionnels ne sont pas vraiment prêts
à cette relation. Je parle de manière générale, hein, bien entendu, il y a énormément d'initiatives et heureusement, on en parlera. Mais dans l'ensemble, les professionnels sont bien en dessous de ce qui est demandé dans les textes officiels. Alors pourquoi? Il y a en partie une raison historique. Les professionnels et les familles se réfèrent implicitement à un modèle que j'ai appelé, donc j'ai un petit peu modélisé avec des schémas cette affaire de modèle parce que ça me semble plus intéressant pour comprendre. Donc l'école, alors je ne vais pas revenir sur l'histoire, ça a été largement expliqué par les historiens, hein, mais l'école républicaine de Jules Ferry s'est construite non pas avec les familles, mais contre les familles. Hein, on sait bien qu'au moment où l'école est devenue obligatoire, il s'agissait de sortir les enfants de l'obscurantisme. Il s'agissait de dégager de l'emprise de la religion catholique à ce moment-là, et aussi dans les milieux ruraux, du travail dans les champs, etc., qui faisait que les enfants se détournaient de l'école. Donc il y avait vraiment une volonté de l'école d'extirper les enfants de leur famille pour les amener vers les lumières du savoir rationnel. Donc historiquement, l'école ne souhaitait pas travailler avec les familles. Ce qui fait que petit à petit, ce modèle de l'école en France, en tout cas, bon, il y a eu des changements, hein. Petit à petit, on a commencé à prendre en compte les familles, lentement, lentement, mais toujours avec une idée de cloisonnement. C'est-à-dire que les familles faisaient les choix éducatifs pour l'enfant, en transmettant donc les valeurs, la religion, les choix pour la santé, les activités, etc., euh, faisait ses choix d'un côté, et puis l'école de l'autre côté faisait ses choix pédagogiques pour l'élève. Vous voyez qu'on a l'enfant d'un côté, l'élève de l'autre côté, et dans ce cas-là, l'école a essentiellement une mission d'instruction et de formation, même si, bien entendu, l'école, depuis la fondation de l'école obligatoire en France, a voulu transmettre des valeurs, puisqu'il s'agissait de transmettre les valeurs républicaines. Donc, l'école a en fait toujours eu une valeur d'instruction, enfin une mission d'instruction, mais en mettant en avant d'abord l'éducation, en mettant d'abord en avant la mission d'instruction et de formation. Et puis, la cité, de son côté, eh bien, était chargée de mettre en place des dispositifs pour le citoyen depuis l'enfance, la santé, le sport, les loisirs, la culture. Mais finalement, chacun travaille de son côté et puis les vaches seront bien gardées. Et dans ce cas-là, il suffit de se transmettre des informations. On n'a pas besoin de collaborer pour se transmettre nos informations. Et finalement, si vous regardez ce qui se passe dans les écoles, beaucoup d'enseignants ou de professionnels ont encore ce modèle dans la tête. Et beaucoup de parents aussi, surtout quand ils viennent d'autres pays, ont ce modèle dans la tête parce que c'est celui-là qu'ils ont vécu. Et ça peut expliquer parfois qu'on ne se comprenne pas dans nos demandes et dans nos attentes mutuelles. Alors, le modèle qui est prôné actuellement, c'est celui-ci. En tout cas, je l'ai schématisé comme ça. C'est un modèle, donc, vous voyez, où il y a des intersections entre les différentes sphères. Les familles gardent, bien entendu, leur projet éducatif. L'école garde son projet pédagogique et éducatif. La cité va élaborer son projet éducatif de territoire. Mais au centre, il va y avoir donc une responsabilité éducative partagée, d'où le titre de l'ouvrage, qui va considérer qu'on va ensemble s'occuper de l'enfant élève. Alors, ce modèle coéducatif, il va demander effectivement d'inventer des formes de porosité. Ça ne va plus suffire de s'informer mutuellement. Il va falloir communiquer, dialoguer, proposer de la participation pour un accompagnement commun de l'enfant. Pour autant, ces porosités ne vont pas faire qu'il n'y a plus de frontières. Il y a des frontières entre les différents espaces. Du côté de la famille, il y a des diversités de projets éducatifs. Hein. Les parents ont des pratiques linguistiques, culturelles, religieuses différentes. Ils ont une mission d'éduquer, d'instruire leurs enfants tout au long de la vie des enfants et ils ont une liberté de conscience en ce qui concerne leur choix éducatif. L'école, alors ici je parle de l'école publique, mais c'est la même chose pour l'école privée, même s'il va y avoir des variantes, on va le voir tout à l'heure. En tout cas, là je parle plutôt de l'école publique française. Elle va avoir un projet unifié sur le territoire avec des programmes, des instructions, des valeurs, des diversités, des libertés de projet d'établissement, avec cette mission d'instruire et d'éduquer les élèves et une liberté pédagogique des établissements. Et puis la cité, il va y avoir des diversités de projets éducatifs de territoire, avec cette mission de contribuer à l'éducation et l'instruction des enfants, mais avec une liberté politique, puisqu'on voit bien sûr que d'un territoire à l'autre, il n'y aura pas exactement le même projet éducatif. Et d'autre part, il y a cette question de l'émancipation qui fait que l'enfant, finalement, qui grandit entre ces différentes sphères, va avoir besoin d'un certain nombre de ruptures, d'un certain nombre de cloisonnements pour être capable de grandir en regardant finalement ce qui se passe. Ce n'est pas du tout quelque chose qui demande de la fusion entre tous ces différents modèles. On va y revenir avec les modèles différents.
Donc, vous voyez la complexité de ce modèle coéducatif, hein, avec cette porosité au centre, mais en même temps ces frontières qui sont maintenues et ces libertés pour chaque acteur qui sont maintenues. Alors, on va le distinguer d'un modèle que j'ai appelé, moi, le modèle cogestionnaire, qui est un modèle qu'on va trouver dans certaines écoles associatives, notamment en France, dans certaines écoles ou crèches associatives privées. On le trouve dans certains pays, même dans l'école publique, dans certains pays anglo-saxons, notamment au Québec, en Écosse, par exemple. Même en Belgique, vous aurez donc sur un territoire un certain nombre d'écoles. Les familles vont choisir l'école en fonction du projet et l'école va être en possibilité de choisir les familles. Voilà, ça se retrouve plus dans l'enseignement privé, hein. Et dans ce cas-là, le projet pédagogique va, dans certains cas, pas dans tous les cas, être co-construit. Donc, on va proposer aux parents de construire le projet pédagogique, il va y avoir des valeurs communes, on va organiser l'école ensemble, parfois même les parents vont recruter le personnel. Ça se passe dans certaines crèches, par exemple, où les parents sont au conseil d'administration, voire évaluer le personnel. Donc, vous voyez que c'est bien différent de ce qu'on vit dans l'école en France, en tout cas dans l'école publique, puisque les parents ne choisissent pas le projet pédagogique, l'école est sectorisée et les parents vont dans l'école du secteur. Et même dans les écoles donc, privées dans lesquelles les parents ont la connaissance du projet pédagogique, ils ne vont pas forcément le co-construire, ils ne vont pas forcément être invités à donner leur avis ou à construire ce projet pédagogique. Donc, l'école co-gestionnaire, c'est cette école donc, où on co-construit le projet pédagogique. Encore un dernier modèle, ça serait le modèle fusionnel, dans lequel éducation et instruction ne font qu'un. Donc, dans ce cas-là, ça serait, alors c'est le modèle plus de l'instruction à la maison, ou en tout cas de certaines formes d'instruction à la maison, ou de certaines écoles, qu'on pourrait appeler des écoles communautaires, voire sectaires, de toutes sortes, hein, dans lesquelles le modèle du kibbutz israélien, par exemple, était un modèle comme ça, dans lequel les familles souhaitent que l'enfant n'ait pas d'autres influences que les influences qu'elle va elle-même donner, d'un point de vue donc moral, par exemple. Et puis l'école va répondre donc aux exigences de ce modèle moral. Alors, les rapports avec la cité, dans ces cas-là, sont variables, hein. Il y a certaines personnes qui pratiquent cette forme d'instruction et qui vont quand même avoir des rapports avec la cité, d'un point de vue culturel, par exemple, et d'autres qui vont rester totalement à l'écart. Alors, c'est intéressant de passer par ces modèles parce que parfois, il y a des malentendus qui se passent dans les relations entre parents et enseignants, par exemple. Comme on disait, on croit que c'est une question de personne et en fait, c'est des questions de référence à des modèles. Quelqu'un veut quelque chose et quelqu'un d'autre veut autre chose. Par exemple, quand les enseignants disent dans la salle des professeurs, dans la salle des maîtres, ah ben quand même, il faudrait peut-être que les parents soutiennent nos sanctions. Il faudrait quand même qu'ils aillent dans notre sens, parce que sinon, les enfants vont rien comprendre. Eh bien, cette phrase, tout à fait anodine et fréquemment entendue, se réfère au modèle fusionnel. C'est-à-dire, elle demande que les enfants n'aient qu'une seule influence, tout en ayant plusieurs influences, qu'on aille tous dans le même sens, et elle n'accepte pas la diversité des projets, qui est la réalité de l'école coéducative. À l'inverse, quand des parents vont dire aux enseignants, mais de quoi ils se mêlent, pourquoi est-ce qu'ils me demandent des choses sur ce qui se passe à la maison, là, c'est une référence au modèle cloisonné. Donc, vous voyez que dans les conflits qui opposent parents et enseignants, souvent, ce sont implicitement des références à ces modèles-là. Alors, notre modèle coéducatif, c'est celui donc, sur lequel je vais m'appuyer maintenant pendant l'ensemble de mon propos. Il est compliqué, hein, il est compliqué à mettre en œuvre et donc il rencontre de nombreux obstacles. Alors, du point de vue des professionnels, ça c'est ce qui remonte d'énormément d'enquêtes qui sont issues du terrain, eh bien les professionnels manquent de temps pour mettre en œuvre cette relation parce que ce n'est pas leur mission première. Bien entendu, la première mission, en tout cas des enseignants, certains professionnels sont plus à l'interface, personnels par exemple médico-sociaux, mais les enseignants, leur première cible, ce sont bien entendu les élèves, ce ne sont pas les parents. Et donc, il va falloir ajouter cette tâche, l'inventer, la construire et puis lui trouver du temps. Les enseignants manquent de formation sur le sujet. Heureusement, maintenant, il y en a quand même beaucoup plus. Ils manquent de définition de la mission, même si les bulletins officiels s'y réfèrent précisément. Ils ne savent pas trop jusqu'où on doit ou on peut aller. Et puis, cette relation avec les parents les met en état de fragilité professionnelle. Il faut se sentir suffisamment fort, suffisamment sûr de soi pour rencontrer des parents, leur expliquer ce qu'on fait. Et là aussi, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que les enseignants ont peur d'être jugés par les parents et que s'ils n'ouvrent pas la porte, ils ont des raisons. Ils ont des raisons aussi qui sont liées voilà, aux difficultés du métier qu'on connaît tous. Et puis, il va y avoir dans cette relation de nombreux malentendus. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des dissonances parce que on ne se comprend pas forcément, parce qu'on n'est pas dans les mêmes univers, parce qu'on n'a pas les mêmes idées et que accepter justement, on va y revenir,
que nous ne sommes pas censés, pour bien s'entendre, penser tous pareil, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, ce que je dis souvent dans mes conférences, c'est que la coéducation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas là pour faire que tout soit simple, mais on est là juste pour accepter la complexité. Et ça n'est pas facile. Et puis, les enseignants, justement, sont basés sur un espèce de mythe de l'homogénéité. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on aille tous dans le même sens. Ils aimeraient inconsciemment que les parents soient tous pareils, qu'ils pensent tous pareil. Ils ont la catégorie de les parents, avec des idées très préconçues selon les milieux dans lesquels ils sont, hein. Les parents de milieux favorisés sont très embêtants, ils sont très intrusifs. Les parents de milieux populaires, ils sont jamais là, etc. C'est pas exactement ce qui se passe quand on rencontre réellement les parents. Mais voilà, il y a ce mythe un petit peu de l'homogénéité et pour que les enfants, ça marche bien, il faut qu'on pense tous pareil, ce qui, bien évidemment, c'est là où justement c'est intéressant de passer d'une casquette à l'autre. L'enseignant pense ça des parents, mais quand lui, il est parent, il ne pense pas ça des enseignants si jamais il n'est pas d'accord avec ce que font les enseignants. Donc voilà, on se rend bien compte que ça ne marche pas, en fait, cette histoire d'homogénéité. Du côté des parents, et surtout du côté des parents en milieu populaire, là aussi, de nombreuses enquêtes du côté des sociologues, mais également des témoignages recueillis par les associations, notamment ATD Quart Monde et également les fédérations de parents, montrent que c'est très compliqué pour les parents. C'est compliqué de devenir parent d'élève. Quand on est un nouveau parent, notre enfant a 3 ans, il rentre à l'école. On a déjà eu bien des difficultés à devenir parent, souvent pendant 3 ans, puis tout à coup, on devient parent d'élève. Il y a plein d'implicites, plein de règles, plein de codes qui se passent dans cette école. Quand on vient d'un autre pays, c'est encore pire. Et puis, l'école ne prend pas forcément la peine d'expliciter. Il y a donc beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus. Euh, il y a également le poids du vécu scolaire, du propre vécu scolaire des parents, hein, ce passé des parents. Voilà, on a été à l'école ou pas, l'école ça a été facile ou pas, ça a été souvent difficile. Et du coup, ce passé ressurgit, et puis ça incommode beaucoup les enseignants que ça ressurgisse parce qu'ils trouvent que ce n'est pas le propos, mais en fait, c'est le propos. Donc, c'est des choses qui sont compliquées. Et puis, quand l'enfant a des difficultés récurrentes, quand on est convoqué parce qu'il ne se comporte pas bien, ben parfois, si on est convoqué en sixième, les enseignants ne savent pas qu'on est convoqué depuis la petite section de maternelle. Donc, ce sont des choses qui sont douloureuses pour les parents. Quand il y a des répétitions d'échecs dans la fratrie, les enseignants, bien sûr, veulent aider l'enfant et proposer des réseaux d'aide et d'autres choses, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le troisième, quatrième, cinquième enfant pour lequel il y a eu ces difficultés. Et ce qui fait qu'il y a souvent un sentiment d'injustice ou de discrimination de la part des parents qui, à tort ou à raison, pensent que l'enfant est sanctionné injustement, que les évaluations sont injustes, que l'orientation est injuste. Quand on regarde objectivement le système, c'est souvent vrai, même si la bonne volonté des enseignants, bien entendu, aimerait que ça soit autre chose. Et puis ce fameux ascenseur social, hein, pour lequel les espoirs sont souvent déçus, les parents mettent beaucoup d'espoir dans l'école et malheureusement, l'école ne répond pas toujours à ces attentes. Alors bien sûr, tout ça, ce n'est pas la faute des enseignants, mais c'est un peu le sac qu'ont sur le dos les parents quand ils rentrent dans l'école. Et du coup, là, c'est les sociologues qui nous le montrent, hein, les parents vont développer des mécanismes de protection. Ils vont être dans le déni des difficultés, ils vont fuir, ou ils vont avoir de l'agressivité, ou bien ils vont aller chercher des aides à l'extérieur. Tout ça, c'est autant de choses qui vont indisposer les enseignants, qui vont mettre des obstacles dans la relation, mais qui sont des choses qui peuvent s'expliquer. Et puis, dans certains cas, les parents, comme les enseignants d'abord, d'ailleurs, souhaitent la séparation, souhaitent plus de frontières et ne comprennent pas la démarche elle-même de coéducation. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc on va essayer de voir comment arriver à dépasser un petit peu cette grande montagne de difficultés qui explique l'écart entre le prescrit et le réel. Alors, il y a énormément de recherches en sciences de l'éducation depuis une vingtaine d'années sur ce sujet. Il y a également l'apport des acteurs associatifs, j'en ai déjà parlé, qui est vraiment intéressant. Et puis, il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires, le rapport donc, du CEDES, je jamais bien dire, c'est le conseil, du coup, j'ai perdu le nom, économique et social, ça finit comme ça. Donc voilà, qui est un rapport qui a déjà une dizaine d'années, mais qui est vraiment très intéressant, et notamment qui a étudié donc, la place des parents à l'école et le rapport notamment de l'école avec les milieux les plus pauvres. J'ai cité ici ATD Quart Monde, qui a fait un document très important qui s'appelle Les peurs réciproques. Et donc, toutes ces études nous disent que ces difficultés s'expliquent, qu'il n'y a pas de parents démissionnaires, qu'il n'y a pas non plus vraiment de parents intrusifs, qu'il y a plutôt des parents qui ne savent pas bien comment s'y prendre, qu'il s'agit de peurs réciproques, qu'il s'agit de malentendus qu'il faut surmonter. Et du coup, ce qui est proposé finalement par ces recherches, c'est une reconfiguration professionnelle qui va nous demander, à nous professionnels, de repenser notre métier un petit peu, de renverser certaines habitudes
pour arriver à rentrer favoriser cette coéducation. Donc, je vais balayer un petit peu vite un certain nombre de postures et de concepts. J'ai le temps après de parler de dispositifs. Donc, d'abord, ce mot coéducation. Alors, ce mot coéducation, je trouve, vous l'avez vu maintenant dans les textes. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Coéduquer, on entend aussi coopérer avec les familles, on entend collaborer, on entend créer des alliances éducatives. Alors, tous ces mots peuvent s'employer, ça dépend un petit peu des situations. En tout cas, personnellement, je préfère le mot coéducation parce que dans tous ces mots dans lesquels il y a co, donc quelque chose qu'on met ensemble, c'est le seul dans lequel il y a éducation. Et ça me semble vraiment important qu'il y ait éducation. Donc, pour moi, beaucoup plus fort que coopération ou collaboration qui va s'appliquer aussi à d'autres relations. Alors, personnellement, je m'appuie sur la définition d'une chercheuse qui s'appelle Sylvie Reynard, qui est donc une chercheuse qui est spécialisée en petite enfance, qui propose cette définition. Donc, la coéducation pour elle, alors il y en a d'autres qui existent, hein, c'est une relation de mutualisation entre les éducateurs dits premiers que sont les parents et les éducateurs professionnels ou non qui agissent en parallèle et successivement. Alors juste, je m'arrête un petit peu sur les mots. Donc, mutualisation, ça signifie qu'on va mettre en commun et qu'aucune des parties ne va imposer son point de vue à l'autre. Les éducateurs dits premiers que sont les parents, eh bien oui, les parents sont bien les éducateurs premiers pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les seuls qui accompagnent l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Donc, c'est eux qui ont le fil rouge de l'éducation, hein, sauf les cas exceptionnels où ils sont privés de leur autorité parentale. Et puis parce que ce sont eux qui prennent les grandes décisions, hein, les grandes décisions pour la santé, pour la scolarisation ou pas, la scolarisation dans le privé ou dans le public, la religion, les valeurs transmises, plus tard l'orientation, bien entendu, les loisirs. Toutes les grandes décisions sont prises par les parents. Par contre, les éducateurs professionnels sont bien entendu très importants. Ils vont agir d'une part en parallèle, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant a en petite enfance, par exemple, il y a un certain nombre de professionnels, et puis ensuite à l'école d'autres, puis au collège d'autres, puis au lycée d'autres. Donc il y a un groupe de professionnels qui agit en parallèle, et puis effectivement, ils agissent également successivement. Donc soyons modestes, hein, en tant que professionnels, nous sommes importants auprès des enfants. Quand on est enseignant du primaire, on a les enfants 6 heures par jour, 24 heures par semaine. C'est très important, mais on ne fait que passer dans la vie de cet enfant. Les parents, eux, ils ne font pas que passer. Et puis, on ajoute professionnel ou non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également la famille élargie, les voisins, les pères aussi entre enfants, notamment pour les adolescents, qui sont également des coéducateurs. Donc, il n'y a pas que les professionnels. Donc, vous voyez que donc, cette coéducation, ça va concerner bien plus que les parents et les enseignants. Ça va concerner l'ensemble des éducateurs. Et il ne va pas s'agir, bien entendu, que tout le monde se parle tout le temps et qu'on fasse tous pareil, mais ensemble de penser cette petite intersection là du milieu de la responsabilité éducative partagée. Et ça va partir un petit peu d'idées de parti pris qui ne sont pas des idées qui sont forcément partagées par tout le monde, ni dans tous les pays, ni dans tous les temps, hein, on l'a vu avec les modèles. C'est qu'il va être intéressant et utile pour l'enfant, pour les parents et pour les professionnels qu'il y ait cette collaboration, cette mutualisation. Certains pensent, c'est un peu le modèle de l'idée de l'école sanctuaire, hein, que finalement, c'est pas plus mal et c'est mieux pour les enfants si les coéducateurs ne se parlent pas. Aujourd'hui, disons, je dirais que les recherches à la fois en psychologie et en sociologie, il y a un consensus qui dit que c'est plus intéressant pour l'enfant et que c'est également utile pour les parents et les professionnels si ces coéducateurs se connaissent, se reconnaissent et se parlent. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils vont devoir faire tous la même chose. Donc, pour que ça fonctionne, cette coéducation si compliquée, on s'appuie sur un concept très intéressant, qui n'est pas un concept issu exactement de l'éducation, mais beaucoup plus de la sociologie politique, qui est le concept de reconnaissance. Donc, un auteur vraiment important qui s'appelle Axel Honneth a réfléchi sur finalement comment fonctionnent nos sociétés démocratiques, qui sont des sociétés qui veulent donner une place à tout le monde, mais qui finalement sont inégalitaires. Bon, ce n'est pas un auteur révolutionnaire, hein, c'est plutôt un auteur qui décortique la manière dont fonctionnent des sociétés avec ce paradoxe finalement, hein, des inégalités sociales et de velléité démocratique. Et ce qu'il dit, c'est que pour que cette société puisse marcher, il faut finalement qu'il y ait de la reconnaissance. Et il appelle reconnaissance, donc il dit que c'est un principe selon lequel chacun est estimable. Et il va falloir, pour connaître l'autre, reconnaître sa spécificité et sa légitimité. Donc, ça signifie que chacun va s'estimer mutuellement et que chaque sujet va recevoir, hors de toute classification collective, la possibilité de se percevoir dans ses qualités et ses capacités comme un élément précieux de la société.
Donc, c'est des choses qui sont aussi beaucoup reprises par les associations humanitaires en tant que la dignité de chaque personne. Et cette coéducation, finalement, elle va reposer sur cette reconnaissance mutuelle et même en allant plus loin sur une notion qui, moi, m'a beaucoup aidé de parité d'estime. Donc, cette parité d'estime dans une disparité de place, c'est quelque chose qui a été travaillé par un autre sociologue qui s'appelle Gaston Pinault, qui a travaillé beaucoup sur l'auto-formation et qui a été reprise, avant d'être beaucoup reprise par Athénée Carmonde, par une association qui s'appelle l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui donc développe, qui s'est beaucoup depuis développé, les actions d'alphabétisation ou de lutte contre l'illettrisme avec des adultes. Et finalement, quand on est un adulte lettré, quand on s'adresse à un adulte illettré qui vit dans notre pays, vous voyez bien qu'il y a une grande disparité entre ces deux personnes, mais qu'en même temps, il y a une estime réciproque. Parce que finalement, le formateur qui va apprendre à lire à un adulte qui vit dans notre société, il va commencer par dire, eh ben, bravo, et chapeau, comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller dans notre vie alors que l'écrit est si important et quelle stratégie vous avez développée pour y arriver quand même. Et s'il veut pouvoir apprendre à cet adulte illettré à sortir de sa honte, il va falloir qu'il lui montre ce respect. Et l'autre, en échange, bien entendu, va avoir énormément de gratitude et puis de reconnaissance de sa compétence. Mais vous voyez que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait cette reconnaissance mutuelle qui va donc assumer la symétrie entre situation professionnelle et situation parentale. Nous ne sommes pas des égaux. Ça, c'est ce que je dis aussi souvent, parce que parfois, quand on ouvre la porte aux parents, on dit nous allons parler à égalité. En fait, pas du tout. On ne va pas parler à égalité. Nous, les professionnels, nous sommes les experts de l'apprentissage. Nous invitons le parent dans notre lieu, avec nos horaires, notre organisation. Le parent, il est dans sa sphère affective, il sort de chez lui pour venir chez nous. On n'est pas à égalité. Par contre, nous allons reconnaître que chacun a son expertise. Personne n'est plus expert que le parent sur la manière, les conditions dans lesquelles son enfant est arrivé au monde ou comment il se situe dans la fratrie. Par contre, personne n'est plus expert que l'enseignant de CP sur l'enseignement de la lecture. Donc chacun, voilà, on va donc construire cette posture de parité d'estime par le non-jugement inconditionnel, qui est quelque chose de très compliqué à construire. Il va falloir pour cela faire ce que j'ai appelé le deuil de l'acquiescement systématique. Nous ne sommes pas là pour nous dire toujours que l'autre est formidable. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc le parent a bien le droit de penser que notre pédagogie ne lui plaît pas, que le prof d'à côté c'était mieux, que l'année dernière c'était mieux, que l'année prochaine ça sera différent, parce que finalement nous on ne fait pas pareil, tous les enseignants. Donc le parent, s'il a, il a un cerveau pour penser, ben, il peut avoir un esprit critique. Et nous non plus, on n'est pas obligé de penser que tous les parents éduquent merveilleusement leurs enfants. Simplement, ben, on a chacun nos sphères, on a la possibilité d'émettre des critiques, de donner des conseils, mais en restant chacun dans ses libertés. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué pour les enseignants, hein. Et il va falloir également renoncer au mythe de la juste distance. Le parent qui est ni trop près ni trop loin, alors s'il est trop près, il est intrusif, s'il est trop loin, il est démissionnaire. En fait, le parent a le droit, il a le devoir de suivre la scolarité, c'est dans le code de l'autorité parentale, mais par contre, il a le droit de s'impliquer comme il veut à l'école. Peut-être qu'il aime participer aux fêtes, peut-être pas, peut-être qu'il a envie d'être parent délégué, peut-être pas, peut-être qu'il a envie de voter, peut-être pas, peut-être qu'il veut poser des questions sur la pédagogie, peut-être pas. Et s'il en pose, il a le droit. Donc, en fait, cette notion de parent intrusif et de parent démissionnaire, elle est vraiment à revisiter pour les enseignants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, mais qui est vraiment nécessaire pour construire la parité d'estime. Alors, une autre difficulté, un autre concept qui nous aide beaucoup, c'est le concept de conflit de loyauté, que vous connaissez sans doute, hein, qui est quelque chose qui a été très étudié déjà en psychologie avec les enfants, par exemple les enfants qui sont devant un divorce. On connaît ce genre de situation. Mais ici, on s'y intéresse plus du côté de la sociologie, notamment pour les enfants de milieu populaire. Donc, Bernard Lahire, sociologue, parle de double solitude ressentie par l'enfant de milieu populaire face à l'univers scolaire. Finalement, l'enfant se sent seul à l'école parce qu'on ne fait jamais référence à sa vie quotidienne et à son univers familial, encore plus quand il vient d'un autre pays, ou en tout cas quand il a eu un parcours migratoire compliqué. Et puis en même temps, il se sent seul aussi à la maison. Alors, c'est très bien montré aussi par Annie Ernaux dans ses écrits. Il se sent seul à la maison parce que finalement, à la maison, ben, on ne parle pas le même langage, on ne parle pas des mêmes choses, on n'a pas les mêmes références. Donc, ce que nous montre notamment Jean-Yves Rochex, donc, qui est un psychologue de l'éducation, c'est que l'enfant, pour pouvoir réussir à l'école, si sa famille n'a pas les mêmes codes que l'école, il va falloir qu'il ait ce que Jean-Yves Rochex appelle une triple autorisation. C'est-à-dire, il va falloir que cet enfant s'autorise à être différent de ses parents.
Papa, maman, tu ne parles pas français, tu ne sais pas lire, eh bien moi, je vais apprendre le français et je vais apprendre à lire. Et il va falloir pour ça que je ne te trahisse pas. Pour que l'enfant ne trahisse pas ses parents lorsqu'il accède à ses apprentissages, il faut qu'il soit autorisé par ses parents à être différent d'eux. C'est-à-dire qu'il faut que les parents donnent symboliquement le message à l'enfant, je suis fier de toi lorsque tu apprends, par exemple, cette langue qui n'est pas la mienne. Mais pour que, lorsque les parents donnent cette autorisation, ils ne soient pas eux-mêmes totalement dévalorisés aux yeux de leurs enfants, il faut aussi que l'enfant autorise ses parents à être ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce que je vais apprendre quelque chose que tu ne connais pas que je trouve que tu es un minable, en fait. Donc, je vais t'accéder à ta dignité. Ça, c'est quelque chose de très difficile à faire pour les enfants lorsque les parents eux-mêmes sont discriminés dans la société, qui sont en mauvaise posture. Donc, l'école a un rôle à jouer en habilitant les parents, quels qu'ils soient et sans jugement. Et lorsqu'on est dans cette posture de non-jugement, on aide énormément l'enfant à autoriser ses parents à être ce qu'ils sont, ce qui va aider les parents à autoriser l'enfant à être différent d'eux, ce qui va aider l'enfant à s'autoriser à apprendre. Donc, vous voyez, le lien avec les apprentissages, il est aussi là. Il est bien sûr dans beaucoup d'autres endroits, hein, autour de l'aide aux devoirs, etc. Mais pour les enfants en difficulté, il est vraiment là. Et en même temps, voilà, les psychologues, je vous parlais tout à l'heure de l'émancipation, nous disent qu'une fois que toutes ces autorisations sont faites, il va falloir donc aider l'enfant à aussi accepter la rupture, accepter que oui, peut-être que quand il va grandir, il va se détourner d'un certain nombre de choses que ses parents lui ont inculquées en termes de valeurs, ou de religion ou d'autres choses. Parce que ben, nous tous, hein, quand on a grandi, on a fait nos choix vis-à-vis de nos parents. Et c'est vrai que si, quand on fait ces choix, on se met à déshabiliter nos parents, bon, ben, il y a quelque chose qui, bien sûr, qui n'est pas harmonieux dans la vie. Hein. Un autre chercheur qui est très intéressant, Michel van den Broek, qui lui a travaillé sur la question de la diversité. Et donc son livre Éduquer nos enfants à la diversité, il dit que notre société étant pluriculturelle et une société démocratique dans laquelle il n'y a pas un modèle éducatif imposé, et c'est tant mieux, il va falloir donc accepter la diversité. Et accepter la diversité, ça sera, dit-il, faire place au désaccord. Donc je prenais l'exemple tout à l'heure des sanctions. Un professeur qui voit que le parent n'approuve pas une sanction, il serait, à mon avis, beaucoup plus intéressant et fécond d'avoir une discussion sur les sanctions pour comprendre pourquoi ce parent n'est pas d'accord, comprendre quel est le mode de sanction, par exemple, qui est mis en œuvre à la maison, pas pour à la fin tomber d'accord, mais pour mieux comprendre que cet enfant, bah, c'est normal que ça soit compliqué pour lui d'accepter cette sanction, puisqu'à la maison, ça se passe très différemment. Dans un sens comme dans l'autre, hein, il y a des parents beaucoup plus sévères que l'école et des parents beaucoup moins sévères que l'école. Mais l'école, la famille, ce n'est pas le même lieu. C'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes sanctions. Donc, faire place au désaccord pour se parler, et puis ensuite, essayer d'avoir un langage de clarté vis-à-vis de l'enfant. Eh bien oui, la sanction n'est pas la même à la maison et à l'école, mais ça, maintenant qu'on le sait, ça va t'aider à mieux accepter la sanction de l'école, par exemple. Donc, cette libre confrontation des théories éducatives dont nous parle Michel van den Broek, qui n'est pas facile à faire, mais qui est une clé de la coéducation. Et puis, un certain nombre de chercheurs nous mettent en garde contre ce qu'ils appellent l'assignation à la coéducation. Donc ça, c'est le côté qui plombe un peu. C'est vrai, quand on lit certains des ouvrages, on se dit, bon, avec tous les efforts qu'on fait pour la coéducation, si en plus ça fait des effets négatifs. Ces chercheurs nous disent que finalement, certains parents se sentent surstigmatisés parce que l'école les invite et les réinvite et qu'ils n'ont toujours pas envie d'y aller ou qu'ils ne comprennent toujours pas, ou que l'école fait ce que ces chercheurs appellent de l'ethnocentrisme scolaire, c'est-à-dire que finalement, elle met les parents dans le rôle de ce qu'ils appellent auxiliaires des objectifs scolaires. Ça se voit beaucoup, notamment une autre sociologue que je n'ai pas citée là, Séverine Capco, a fait une enquête sur les devoirs à la maison, où elle montre finalement comment l'école demande aux parents des choses impossibles, en tout cas quand ils sont en milieu populaire ou quand ils sont non francophones. Alors il y a l'accompagnement à la scolarité, le travail avec le partenariat, heureusement, qui prend le relais. Mais finalement, on demande aux parents, et ça, on le demande dès la petite section de maternelle, hein, quand des enseignants veulent que les enfants sachent découper, sachent colorier, sachent se tenir tranquille, sachent tenir assis, etc. Et on aimerait bien que les parents les préparent à ça. Mais finalement, ce n'est pas le job des parents d'être des auxiliaires de l'école. Donc voilà, les chercheurs nous invitent aussi à regarder qu'est-ce qu'on veut finalement dans cette coéducation et à être peut-être plus modeste ou plus humble dans nos objectifs. Donc finalement, quels seraient les enjeux de la coéducation pour la réussite scolaire? Puisque la recherche encore nous montre que de manière évidente, la coéducation, quand elle est réussie, donc je vais venir dans un instant au dispositif, montre des résultats très intéressants sur le climat scolaire, mais pas une relation de cause à effet très prouvée sur les performances. C'est-à-dire que malgré tous les effets positifs, il y a bien des enfants qui réussissent scolairement alors qu'il y a une mauvaise relation avec la famille, d'autres qui ne réussissent pas alors qu'il y a une excellente relation.
Du coup, on pourrait dire que la coéducation, ça serait une valeur éducative. Ça serait quelque chose qu'on défend en soi parce que ça devient notre modèle éducatif. Et puis, bah, tant mieux s'il y a des effets sur la réussite scolaire, mais finalement, de toute façon, il y a des effets sur l'éducation en général. Je vais passer un peu là-dessus. Je m'excuse, j'avance un tout petit peu parce que je vois l'heure. Je viens au dispositif. Donc finalement, les dispositifs qu'on met en place dans l'école répondent à quatre grands objectifs que je vais détailler maintenant. Accueillir, informer, dialoguer, impliquer. Donc vous les trouvez vraiment détaillés dans l'ouvrage dont j'ai parlé. Sachant que la présence des parents est décroissante avec l'âge des élèves, hein, on le sait bien, les parents sont beaucoup plus présents à l'école maternelle, un petit peu moins à l'école élémentaire, moins au collège, encore moins au lycée, ne parlons pas des lycées professionnels qui sont souvent éloignés du domicile. Mais malgré cette évolution qui est aussi liée à l'âge, et c'est normal parce que les enfants grandissant ont besoin de moins de présence, les dispositifs vont se retrouver à tous les niveaux, comme on va le voir maintenant. Donc ces dispositifs, ceux qui pensent la coéducation nous disent, c'est qu'il est important qu'ils soient pertinents, c'est-à-dire compréhensibles pertinents en fonction du concept et compréhensibles par les parents, équitables, c'est-à-dire accessibles à tous, et donc équitables et accessibles. Et puis, il est important de les penser en appui sur les partenariats. Alors, voilà, donc je vais revenir aux 4 actions. Donc, accueillir. Accueillir, c'est la première des actions, une action décisive où se joue dans l'informel la confiance qui va se construire. Alors, bien sûr, c'est des choses que nous connaissons lors de la première inscription dans un établissement, lors de l'accueil au quotidien, mais aussi lors de l'accueil téléphonique. C'est le moment où on installe le cadre, on y met de l'informel, c'est souvent très important. Je pense que chacun de nous se souvient comment il a été accueilli la première fois qu'il est allé dans un endroit nouveau. Donc, cet accueil, il est vraiment très important. C'est difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de temps, ce n'est pas forcément notre priorité. Et puis, il y a des décalages culturels. On ne se sent pas toujours accueilli de la même façon selon la culture dans laquelle on vient. Il y a la question du contact physique, voilà, la question de demander des nouvelles de la famille, des tas de choses comme ça qui, nous, par exemple, ne nous paraissent pas évidents, qui sont très importants pour certaines familles. Et pourtant, quand ça devient un geste professionnel, quand on accepte la dimension humaine, personnellement, dans mon expérience de directrice, cet accueil, c'est quelque chose que j'ai vécu tous les jours, tous les jours, tous les jours de manière formidable. Il se passe des tas de choses et quand on soigne cet accueil, il va y avoir beaucoup de répercussions positives dans les autres points qui sont l'information, le dialogue et l'implication. Alors, quelques exemples de dispositifs d'accueil. Donc, 2 exemples qui sont détaillés dans l'ouvrage dont je vous ai parlé. Donc, je n'aurai pas le temps de détailler beaucoup, mais l'histoire du lieu passerelle en maternelle. Donc, il s'agit d'un lieu dans la ville de Saint-Priest, dans lequel donc, les parents qui ont des enfants non scolarisés sont accueillis une fois par semaine à l'intérieur même de l'école. Donc, ils voient passer les enseignants et les enfants, avec donc une médiatrice professionnelle. Et tout au long de l'année, les parents sont accueillis donc, pour se familiariser avec l'école en vue de la première scolarisation de leur enfant l'année suivante. Et puis un autre dispositif, vous connaissez sans doute les cafés des parents, c'est quelque chose qui est assez développé à l'école élémentaire, beaucoup moins au collège. Et donc dans l'ouvrage, là, une CPE nous raconte son expérience d'avoir organisé donc un café des parents au collège, donc avec des rendez-vous mensuels, ou tous les 15 jours, je ne sais plus, avec une part uniquement de convivialité, mais aussi une part de discussion qui permet vraiment aux parents d'oser entrer dans le collège et de se familiariser avec l'univers. Donc bien d'autres dispositifs soignent l'accueil. Je vais venir maintenant à l'information. Donc, l'information, c'est un incontournable. Elle est obligatoire pour le fonctionnement des établissements. Et on l'a vu, elle est même elle est utile, y compris dans le modèle cloisonné. Et pourtant, les enseignants, souvent, vont trouver qu'elle n'est pas efficace. Les enseignants vont se plaindre, les parents ne lisent pas, les parents n'ont pas vu, j'ai pourtant informé, etc. Donc, effectivement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de lisibilité, il y a des problèmes de justice lorsqu'on donne beaucoup d'écrits avec beaucoup de sigles en français à des parents qui ne comprennent pas forcément. Et puis, des problèmes d'explicitation. Comment est-ce qu'on explique ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on s'assure que l'information que j'ai donnée arrive à mon interlocuteur? Et puis, dans les quartiers favorisés, il y a des problèmes de surinformation que nous connaissons tous et qui font que l'information est noyée au milieu de tant d'autres. Donc là, il s'agit de multiplier les canaux. Peut-être qu'un canal écrit dans le cahier de liaison va être doublé par un mail, par un affichage et par de l'oral à chaque fois qu'on le peut, de manière à professionnaliser cet acte d'information et à le réfléchir comme un acte professionnel comme les autres. Alors, un certain nombre de dispositifs. Je n'ai pas regardé à quelle heure on a commencé. Pour être 1 heure, ça sera jusqu'à quelle heure? Moins 25? Moins 20? Ah, je ne vous entends pas. Moins 25, moins 20, c'est bon. OK, très bien. Faites ce que vous avez à faire. Très bien.
Voilà, donc un certain nombre de dispositifs d'information qui là aussi sont détaillés dans l'ouvrage. Et puis, bon, je vous signalerai également une ressource qui va être en ligne ces jours prochains là, sur le site de l'Institut français d'éducation qui détaille des dispositifs. Donc, par exemple, le forum de rentrée. Il s'agit donc à la rentrée de proposer aux parents un temps dans la cour de récréation souvent, dans lequel les différents partenaires, par exemple les partenaires du périscolaire qui sont difficilement identifiés par les parents, les partenaires de quartier, le centre social, la bibliothèque, etc., tiennent des stands à l'intérieur de l'école auxquels les parents donc, peuvent venir s'informer d'une manière beaucoup plus vivante que lors d'une réunion dans laquelle on leur donne des milliers d'informations qu'ils n'entendent pas. Un autre petit outil d'information qui lui est beaucoup plus répandu, le trombinoscope du personnel. En fait, les parents souvent disent, bah, nous, on connaît la maîtresse de notre enfant, mais notre enfant, il est avec plein de professionnels et on ne les connaît pas, on ne les repère pas. Donc, un trombinoscope qui présente non seulement les enseignants, mais les personnels de service ou l'équipe médico-sociale et qui est regardé donc régulièrement par les parents lorsqu'ils rentrent dans l'établissement. C'est un outil très intéressant. L'espace numérique de travail, de plus en plus, on a donc l'utilisation du numérique, mais souvent, là aussi, on se rend compte que les parents ne savent pas s'en servir. Donc, j'ai mis là avec initiation et on a eu le témoignage, par exemple, d'un directeur qui a pris du temps avec chaque famille, l'une après l'autre, parfois simplement sur le trottoir au portail, pour montrer aux parents que cet espace était accessible depuis leur téléphone, qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur, et puis comment il fonctionne. Parce que bon, la fracture numérique, elle a quand même beaucoup évolué, hein. Aujourd'hui, quasiment tous les parents ont un téléphone portable et savent s'en servir. Voilà, mais il faut penser qu'ils n'ont pas toujours un accès Internet illimité parce que ça coûte cher. Et puis que voilà, il suffit parfois de leur montrer et puis ça peut fonctionner. Un autre dispositif intéressant, les classes ouvertes au collège. On entend souvent parler de portes ouvertes, pareil en maternelle, un peu moins en élémentaire. Et là, donc, plusieurs équipes ont témoigné, donc aussi dans l'ouvrage, d'avoir ouvert leur classe pour permettre aux parents, donc là, non pas spécialement de s'impliquer, mais simplement de voir comment ça se passe et de pouvoir poser leurs questions et de comprendre comment ça se passe. Les info-orientations, également, c'est un dispositif mis en place par un CIO qui a remis en cause un petit peu la manière dont l'information sur l'orientation était déversée aux parents où ils ne s'y retrouvaient pas et a imaginé des formes d'animation avec des jeux de photolangage, des choses comme ça pour mieux impliquer les parents. Et puis le dispositif transparent, donc vous voyez que j'ai essayé d'aller de la maternelle au lycée là, dans ces dispositifs. C'est un dispositif mis en place par la CARDI de Nice, dans lequel des profs de lycée ont donné des rendez-vous réguliers aux parents pour les aider à mieux comprendre ce qui se passait en classe, leur donner des explications. Donc là, ça allait assez loin aussi parfois sur les neurosciences, sur comment les enfants apprennent, comment fonctionne le cerveau, etc. Mais également répondre à leurs questions au fur et à mesure de l'année sur l'organisation du travail des lycéens. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives pour repenser cette information. Le troisième grand axe, donc, qui sera le dialogue. Donc là, c'est presque le plus important, hein. C'est ce que j'appelle moi le terreau de la coéducation. C'est l'axe joue la parité d'estime. Donc, il va s'agir, lors des entretiens avec les parents, de finalement se dire, ben là, voilà, on n'est plus là pour s'informer, mais on est là réellement pour dialoguer et pour vivre cette responsabilité éducative partagée. Alors, la difficulté, ça va être le jugement réciproque, ça va être le surplomb de l'enseignant, du professionnel envers le parent, mais parfois du parent vers le professionnel, hein. Certains connaissent ça, notamment dans les milieux favorisés. Énormément de malentendus dans ces moments-là. Et pourtant, si on pense les dispositifs, si on y met de la réciprocité, si on y met une approche systémique générale, on en ressort vraiment grandi et enrichi. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu le long de mon parcours. Donc, quelques exemples de dispositifs de dialogue. Donc, les entretiens individuels systématiques, je vous ai mis le lien. Donc, personnellement, j'ai donc produit une ressource qui parle de ces entretiens individuels systématiques. Il s'agit donc de rencontrer les parents en début d'année, tous les parents, et non pas uniquement ceux dont les enfants ont des difficultés. Et puis, avant toute évaluation, et non pas pour leur rendre les évaluations, et simplement les rencontrer pour les connaître et pour leur dire, nous sommes des coéducateurs, vous connaissez mieux votre enfant que moi, mais moi, je vais vivre quelque chose que vous n'allez pas vivre pendant cette année. Comment pouvons-nous nous accorder pour accompagner au mieux l'enfant? Et là, quand on fait ça avec tous les parents d'une classe, alors au collège ou au lycée, bien entendu, c'est avec le prof principal, hein, pas tous les profs, eh bien, il se produit un renversement, il se produit un lien de confiance qui va se tisser et qui va nous permettre d'aborder beaucoup mieux ensuite les besoins d'aide, les incidents, les malentendus, tout ce qui va se passer par la suite. Donc, je pourrais développer pendant longtemps ce sujet qui me passionne. Vous vous référez à la ressource. Et très intéressant, donc, dans l'ouvrage, un prof de collège et un prof de lycée ont expliqué comment est-ce qu'ils mettaient en place ces entretiens. Pour le prof de lycée, ça se passe au téléphone. Mais voilà, un prof qui téléphone à tous les parents de la classe dans la première semaine de la rentrée et qui voit qu'il se produit des choses très intéressantes.
Travail sur la réunion de rentrée aussi, qui est un moment incontournable que tous les enseignants vivent. Souvent ne vivent pas très bien, les parents non plus, souvent ne vivent pas très bien. Et là, donc, une équipe de l'OCCE qui a témoigné dans l'ouvrage s'est attelée à cette réunion de rentrée et a proposé voilà, des formes alternatives, une nouvelle façon de la penser. Une autre équipe, toujours dans l'ouvrage Canopée, a réfléchi à ces fameux rendez-vous parents-prof au collège, qui souvent ne sont pas toujours une partie de plaisir, hein. Vous avez dû vivre ça peut-être en tant que parent. On fait la queue dans le couloir et puis finalement, en 5 minutes, chacun son tour, on parle de son enfant, mais on n'a pas le temps de s'exprimer ou de dire si c'est difficile. Puis après, si on se retrouve en rendez-vous pour le comportement ou en conseil de discipline, ben, on a l'impression qu'on n'a rien eu le temps de dire. Et là, pareil, donc une équipe a réfléchi à la manière de donner plus de temps et de changer la manière de vivre ces rendez-vous. Et enfin, un outil très, très intéressant développé par une association qui s'appelle École et Famille, qui s'appelle le sociogénogramme, et là aussi qui est présenté dans l'ouvrage. Et c'est un outil donc, qui permet, donc, qui fait entrer donc, de la systémie et qui propose donc à une famille, là, on n'est pas du tout dans du systématique, mais dans des cas de situation très difficiles, propose de dessiner la situation de l'enfant ou du jeune dans sa fratrie, dans sa famille, mais également dans l'école, dans son parcours scolaire et avec l'ensemble des partenaires avec qui ça a fonctionné ou pas pendant son parcours, de manière à revisiter l'ensemble du parcours du point de vue de l'enfant et du point de vue du parent, et ensuite seulement de regarder le problème auquel on est confronté à ce moment-là, de décrochage ou d'indiscipline ou autre, et d'essayer de trouver où sont les ressources dans ce schéma sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour résoudre le problème. Donc voilà, pareil, hein, je pourrais parler longtemps de chaque. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met en place ces dispositifs de dialogue quand on n'est pas d'accord, hein? J'ai dit depuis le début qu'il ne s'agissait pas toujours d'être d'accord, effectivement, mais il y a quand même, bien sûr, des tensions. L'idée, comme je l'ai dit, c'est que la coéducation, c'est l'apaisement des relations, mais ce n'est pas l'extension des tensions, parce que ben, dans toute relation, il y a de la tension, hein, tension au sens d'une corde qui se tend. Et donc, du coup, ça serait l'idée de se dire que chaque situation difficile devient un défi de coéducation et devient quelque chose à surmonter dans lequel ben, on va se remonter les manches. Et puis, grâce à la parité d'estime, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, même quand c'est difficile. Alors, dernier point, l'implication. Donc, l'implication, c'est donner une place à la participation des parents. Donc, il y a la participation institutionnelle, hein, qu'on connaît avec les conseils d'école, les conseils d'administration, les élections de parents. J'ai choisi de ne pas le développer aujourd'hui. La participation conviviale avec les fêtes d'école, tous les événements conviviaux, alors qui sont beaucoup plus présents en primaire, mais qui maintenant se développent aussi dans les collèges, peut-être un peu moins dans les lycées. La participation pédagogique, lorsqu'il s'agit d'ouvrir la classe pour faire venir les parents et leur proposer de mieux comprendre nos façons de travailler. Et la participation que j'ai appelée culturelle, qui est quand à l'inverse, on propose aux parents de venir pour parler de leur propre culture. Alors, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il va falloir à ce moment-là penser cette implication en pensant que les parents sont des partenaires, alors que je l'ai dit, dans les autres, finalement, lorsqu'on les accueille, lorsqu'on les informe, lorsqu'on dialogue avec eux, ils ne sont pas à proprement parler des partenaires. Là, on va leur proposer de s'impliquer. Donc, il va falloir réfléchir à leur place réelle. Est-ce qu'ils ont des initiatives? Est-ce qu'ils peuvent proposer des choses ou est-ce qu'ils doivent seulement tempérer dans ce qu'on a décidé nous? Est-ce qu'il y a des limites à ces initiatives dans le cadre du modèle coéducatif qui n'est pas co-gestionnaire? Voilà, donc c'est quelque chose qui est complexe, mais dans lequel, là aussi, j'ai la conviction que quand on arrive à le faire, on s'enrichit énormément et il y a des partages très, très riches. Alors, quelques exemples. Vous connaissez peut-être la grande lessive, qui est un outil artistique extrêmement intéressant qui est pratiqué dans beaucoup d'écoles. Eh bien, il est possible de faire participer les parents à la grande lessive et de vivre, là vous voyez une photo, donc un moment partagé de création artistique enfant-parent. Voilà, il y a donc des choses très intéressantes. Plusieurs dispositifs permettent de faire entrer les cultures dans la classe. Là, il y a une petite photo, c'est un dispositif qui s'appelle les enfants soleil, qui propose donc aux parents, chacun son tour, de venir proposer quelque chose de la culture, de leur propre culture dans la classe. Donc là, on est dans les participations pédagogiques et culturelles. La participation institutionnelle, donc dans l'ouvrage, il y a 2 articles écrits par la FCPE et la PEP, donc 2 grandes fédérations de l'école publique, qui proposent des formations pour les parents ou un appui pour les parents d'enfants porteurs du handicap. Et là, ce sont des partenaires qui sont vraiment très intéressants, malheureusement pas toujours bien identifiés, notamment dans les milieux populaires, mais sur lesquels vraiment on peut s'appuyer, pas toujours en pensant que ce sont les empêcheurs de tourner en rond quand on est professionnel, mais ils sont des vrais appuis pour aider à l'implication des parents. Et puis enfin, les collectivités, je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais dans l'ouvrage également, on a plusieurs exemples de collectivités qui se sont investies pour faire participer les parents à la constitution du projet éducatif territorial, avec des groupes de pairs, avec des temps d'échange, de paroles, etc., pour recueillir réellement leur avis pour la constitution du PEDT. Voilà, alors je vais terminer rapidement sur la question des gestes professionnels.
Donc, vous avez vu, j'ai dit avec le prescrit que donc cette coéducation aujourd'hui est réellement dans le référentiel de compétences des enseignants. Pour autant, elle n'est pas encore suffisamment enseignée, en tout cas en formation initiale. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos organismes de formation, mais dans ceux que je connais, dans les INSPE, par exemple, c'est vraiment portion congrue, hein. On va très vite sur tout, donc on n'a pas beaucoup de temps de parler de la relation avec les parents. On va en parler plus en formation continue ou plus dans les circonscriptions parce que les enseignants ont des problèmes, que c'est difficile à faire pour eux. Donc l'idée, ça serait de se dire qu'en amont, il est intéressant, lorsqu'on pense un dispositif parental, de le penser comme la classe, c'est-à-dire de le préparer comme la classe. Et du coup, j'ai détourné finalement cet outil, qui est un outil qui a été élaboré par un chercheur, Roland Guagou, et qui sert à concevoir ou à analyser une pratique d'enseignement. Et il nous dit finalement que les enseignants ont cinq axes de travail. Donc, ils planifient, il faut qu'ils régulent. Planifier, c'est avant. Quand ils sont en classe, il va falloir qu'ils régulent, il va falloir qu'ils explicitent, qu'ils motivent leurs élèves et qu'ils différencient. Et finalement, j'ai essayé de transposer ce modèle à la question de la relation coéducative. Et je vais vous donner l'exemple d'une réunion de rentrée avec les parents. Bien entendu qu'il faut que l'enseignant planifie. Il va falloir qu'il fixe la date, l'heure, qu'il fixe les objectifs. Et quand on travaille avec les enseignants, on s'aperçoit que tous n'ont pas le même objectif à la réunion de parents. Mais encore faut-il en être conscient. Il va falloir lister le contenu, prévoir les modalités. Comment est-ce que je vais installer les parents? Où est-ce que je vais les mettre? Dans quelle heure je vais faire? Est-ce que je vais inviter d'autres professionnels qui agissent dans la classe? Et puis organiser. Donc ce temps de planification, il est vraiment à prendre en compte comme quand on prépare sa classe. Et pas faire ça vite fait ou faire ça comme l'année dernière parce que j'ai l'habitude. Il va falloir motiver les parents, parce que souvent les parents ne viennent pas. Peut-être se demander si les parents ne viennent pas, peut-être que ça vient aussi de ma propre professionnalité. Comment est-ce que je vais rédiger l'invitation? Est-ce qu'on est compréhensible? Est-ce qu'elle leur donne envie? Est-ce que je vais trouver des relais pour les parents allophones notamment? Est-ce que je vais avoir un horaire qui va convenir? Je suis dans un milieu où les parents travaillent tard ou au contraire où ils ne travaillent pas. Est-ce que je vais prévoir une solution de garderie pour les parents qui n'en ont pas? Est-ce que je vais interroger les parents pour leur demander s'ils vont venir? Est-ce que je vais leur rappeler le jour même? Parce que, en tout cas, dans les milieux populaires, on sait que quelque chose qui est prévu 15 jours avant, ce n'est pas toujours efficace. Donc, tous ces actes de motivation, ce n'est pas de l'humanité en plus, ce sont des gestes professionnels. Et puis, pendant que je vais être à la réunion, il va falloir que j'explicite, que j'explique le but de la réunion, que je précise l'heure de fin, que je la respecte. Et puis, que je passe du temps à expliciter la classe, les contenus, les méthodes, en me posant la question jusqu'où, en adaptant mon langage aux familles que j'ai devant moi. Et du coup, ce travail d'explicitation, lui aussi, c'est un geste professionnel. Il va falloir que je régule, que je crée un climat de confiance, que je vois avec les attitudes des parents, la manière dont ils vont arriver. Peut-être que je vais proposer aux parents de se présenter en début de réunion les uns les autres. Je vais réfléchir, est-ce que je vais leur donner la parole? Si je leur donne la parole, je vais cadrer les échanges, exactement comme quand j'ai ma classe. Si je ne leur donne pas la parole, je vais leur expliquer que ça va être un moment d'information et pas de dialogue, mais qu'il y aura d'autres instances de dialogue, comme les rendez-vous individuels, par exemple. Et puis, je vais différencier, comme face à mon public d'élèves. Je vais m'adapter au public de parents, qui est un public homogène ou hétérogène, selon le quartier dans lequel je travaille. Je ne vais pas parler pareil si je suis en REP+, ou si je suis en milieu favorisé. Je vais peut-être prévoir des traductions. Alors, soit des traducteurs, c'est très rare qu'on ait le luxe traducteur, mais peut-être que je peux, à l'intérieur du groupe, demander à un parent qui ne parle pas bien français de s'asseoir à côté d'un parent qui pourra lui traduire. Rien que cette petite attention va faire que le parent qui ne parle pas français aura envie de revenir la prochaine fois et qu'il va beaucoup mieux profiter, bien sûr, de la réunion. Je vais répondre aux demandes des parents si j'ai décidé de répondre aux questions. Et puis, je vais peut-être prévoir un compte-rendu pour les absents. Donc, vous voyez, tous ces gestes-là, ce sont des gestes professionnels qui sont différents pour un enseignant débutant et chevronné et qui demandent à être travaillés. Et puis, je vais tirer le bilan, faire l'évaluation de mon propre dispositif, non pas en me contentant de dire ah ben non, il y avait 5 parents, ça ne sert à rien de le faire, mais je vais regarder si ça a marché ou pas. Et exactement comme en classe, lorsqu'une séance ne marche pas très bien, eh bien, on se pose les questions de notre dispositif. Qu'est-ce que je dois changer dans le dispositif pour que ça marche mieux la prochaine fois? Donc voilà, c'est un peu sur cette note d'espoir sur les gestes professionnels que je vais clôturer. Donc, les ressources, donc vous avez bon, j'ai mis quatre titres d'ouvrages. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas cité exactement, mais Pierre Perrier au sujet de l'assignation à la coéducation, qui a fait vraiment une enquête très intéressante pour nous expliquer pourquoi certains parents restent invisibles à l'école. Et puis, une collègue, Clotilde Jouzeau, qui vient de publier un ouvrage très intéressant parce que très pratico-pratique. Donc, lui, il vient juste de sortir chez ESF avec beaucoup, beaucoup d'exemples de dispositifs.
Voilà, l'Institut français de l'éducation, donc, où j'ai travaillé pendant 3 ans, met en ligne énormément de documents, notamment sur les parents dans la classe, et puis des conférences également. Et puis Canopé, qui est vraiment un site incontournable. Vous avez donc ici, c'est un petit sketch note qui est animé. Donc c'est une petite vidéo très efficace de 10 minutes dans lequel Pierre Perrier définit la coéducation. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est très éclairant. Et puis voilà, j'ai été moi-même interviewée pour présenter mon ouvrage, donc des choses que j'ai aussi dit aujourd'hui. Et puis les textes officiels et les outils proposés par l'Éducation nationale sont vraiment utiles. Voilà, merci beaucoup. Alors, quand on était en présentiel, on applaudissait, c'était le moment. Voilà, il y a un petit moment, donc on vous applaudit. Là, il n'y a pas encore de questions qui se sont déroulées J'ai sur parlé le un peu vite, tapis. dit beaucoup de choses, donc. Oui, oui, non, mais là, voilà. Donc, il y a des applaudissements sur le chat. Bravo. Voilà. Alors, ils disent merci, mais ils ne posent pas de questions pour l'instant. Alors, peut-être que parmi les co-animateurs, il y a quelqu'un qui a prévu une question. Gabriella devait un peu nous dire ce qui intéressait Oui, ses étudiants, peut-être oui, Alexandra, ses parents. Voilà. oui, merci Catherine pour cette présentation que j'ai trouvée très riche d'un point de vue des travaux de recherche qui ont été faits, développés, et aussi par rapport au niveau des dispositifs, que je pense que parfois on manque un peu de faire ce dialogue justement entre recherche et travail concret des professionnels pour justement donner des pistes aux futurs professionnels de l'éducation, plus largement, pas seulement à l'école, hein, mais à des éducateurs spécialisés, des psychologues, parce que effectivement, le travail avec les familles va être dans différents domaines au final. Donc, merci pour cette présentation très riche. Et donc, je voulais vous poser une question par rapport à l'école maternelle. En fait, vous avez évoqué le fait que les parents, ils ont déjà vécu une expérience à eux comme anciens élèves aussi. Mais aussi les premiers moments lorsqu'ils arrivent et qu'ils deviennent parents d'élèves. Et c'est aussi un aspect, un moment crucial pour devenir parent d'élève. Donc, je me posais la question, quel est le rôle de l'école maternelle et dans ce moment-là, comment justement à l'école maternelle peut-être se joue quelque chose d'assez important et que parfois peut-être on marque tout une posture des parents d'élèves qui peut-être ça aurait pu être mieux ou fait différemment et que donc on va marquer cette posture des parents d'élèves au cursus de l'enfant. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, je suis vraiment d'accord. Je vois qu'il y a quelques questions, hein, Oui, notamment oui, sur oui, les oui. entretiens individuels. J'ai jeté un œil. Alors, sur l'école maternelle, effectivement, vous avez raison, c'est vraiment très, très important. Donc là, je peux vous donner mon expérience de directrice. Donc, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée dans l'école où j'étais directrice, c'est prendre un temps pour des entretiens avec les familles à l'inscription. Donc, vraiment prendre le temps de recevoir les parents, de leur demander, avant même donc l'enseignant qui va le faire après, de me parler de leur enfant, connaître bien quel était le mode de garde qui a été, etc., quelles sont leurs appréhensions par rapport à l'école, et puis bien expliquer aux parents les contraintes de l'école. Parce que vous le savez peut-être, mais la directrice d'école maternelle, souvent leur hantise, c'est les parents de crèche, les parents dont les enfants étaient à la crèche. C'est complètement aberrant parce que, évidemment, ces parents-là, normalement, ils ont déjà connu la collectivité, les enfants sont déjà prêts. Mais pourquoi? Parce que à la crèche, les conditions d'accueil sont bien meilleures qu'à l'école, que l'amplitude horaire est beaucoup plus grande. Donc, les enfants sont accueillis depuis tôt peuvent être accueillis depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. C'est beaucoup plus adapté aux conditions de travail des parents, etc. Et puis, les parents doivent comprendre que tout à coup, à l'école, l'enfant, alors qu'il est plus grand, ne va pas pouvoir être accueilli dans la aussi grande amplitude. Donc, je donne un petit peu cet exemple, mais pour dire que là, tout de suite, il y a une cause de malentendu. Et donc, tout de suite, on peut s'expliquer en disant, ben voilà, c'est pas votre enfant qui peut moins, c'est l'école qui propose moins de choses que la crèche, et pour telle et telle raison. Et puis, du coup, d'expliquer, alors il y a aussi, par exemple, la rentrée échelonnée qui se fait dans beaucoup d'écoles, c'est très contraignant pour les parents. Donc, voilà pourquoi nous faisons une rentrée échelonnée, voilà comment elle va être organisée, expliquez-moi vos contraintes, et puis on va un petit peu négocier. Et donc, dans ce moment-là de connaissance mutuelle, la parité des cibles se joue déjà. Et ça me paraît extrêmement important. Après, il y a quantité d'autres choses qui se passent à la maternelle, autour de la propreté, autour de l'autonomie de l'enfant, etc. Il y a beaucoup de raisons d'échanges et d'incompréhension souvent.
Donc, le dialogue est permanent. Et puis, il y a également inciter les parents à avoir confiance en l'école, à s'y impliquer, où la maternelle a un rôle très important à jouer. Bon, malheureusement, parfois, les parents sont un peu refroidis s'ils sont très bien accueillis à la maternelle parce qu'ils sont moins bien accueillis, moins incités à s'impliquer plus tard. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses qui se mettent déjà en place, effectivement, pendant ce moment. Et il y a aussi la question de l'explicitation. Moi, je dis toujours à mes collègues en maternelle, vous donnez un cahier de liaison aux parents. Mais comment est-ce qu'ils vont deviner qu'il faut qu'ils le regardent à chaque fois qu'on leur donne? Parce qu'en fait, par exemple, au collège, c'est pas la même règle. Le cahier de liaison, on le donne tous les jours et il n'y a pas tous les jours quelque chose. Donc, il faut expliquer en fait à quoi sert ce cahier. Et puis, quand vous mettez quelque chose dedans, eh ben, si les parents ne comprennent pas forcément, voilà, bon, voilà, il y a des tas de choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit et qui demandent à être explicitées. Voilà, il ne faut pas que je réponde trop longtemps à chaque question, sinon je ne pourrais Alors, pas. Alexandra. Alors, merci Catherine pour votre témoignage et votre passion pour le sujet. En tout cas, je trouve que vous avez brossé de façon rapide et très instructive le rôle primordial de cette collaboration, de ces échanges entre famille et école. Nous, Association Réseau des parents, on intervient dans plusieurs villes de l'Île-de-France en partenariat avec la collectivité territoriale pour créer justement des lieux, des espaces de rencontre pour outiller les parents, parce qu'on voit bien aussi toute l'importance de former les parents, d'accompagner les parents, de valoriser, de les soutenir, parce qu'on devient parent et c'est toute une aventure humaine. Il faut rester pragmatique. Vous avez été très pragmatique ce soir en nous expliquant que c'était aussi dans du concret qu'on pouvait voilà, collaborer, coéduquer. Donc, merci pour votre témoignage. Je pense qu'en effet, c'est une histoire d'intelligence collective et de pas voilà, on n'est pas on est dans un monde trop complexe et on ne peut pas être dans du binaire et de s'affronter. Donc, merci pour votre témoignage sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être à une question qui concerne pour les familles qui sont monoparentales, qui sont séparées? Quelle approche vous pouvez proposer? Est-ce que c'est le même type, par exemple, de réunion que vous avez présenté quand il s'agit de parents séparés? On sait bien que ça fait partie du paysage parental aujourd'hui. Et une question aussi qui concerne pour un enseignant qui s'inquiète en disant « Oh là là, il faut que j'appelle 32 parents ou 32 familles en début de rentrée ». Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Et puis une question très intéressante sur les sanctions aussi. Alors, sur la question des familles monoparentales, effectivement, monoparental et séparé, c'est différent, hein. Je fais bien la différence parce que si le deuxième parent n'a pas la garde mais qu'il est là, c'est différent de s'il n'est pas dans le paysage. Donc, il y a un texte là-dessus, hein, un texte de Ségolène Royal qui est très peu connu des enseignants, qui donne obligation aux enseignants d'être en lien avec les deux parents. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu fait. Mais bon, disons que dans la fiche de renseignement, on demande toujours les adresses des deux parents. Mais bon, par exemple, le matériel de vote doit être envoyé, y compris par la poste, aux deux parents. Et les deux parents doivent être informés des évaluations, de l'orientation, etc. Donc, c'est quelque chose que moi, personnellement, en tant que directrice, auquel je me suis vraiment appliquée à faire, en tant qu'enseignante aussi. Donc, j'ai toujours eu comme principe de prendre contact avec le parent qui n'a pas la garde pour vérifier qu'il avait les informations, regarder avec lui ou elle, c'est souvent lui, qu'est-ce qui était nécessaire. Par exemple, on peut faire un deuxième cahier de liaison si on s'aperçoit que voilà, c'est compliqué. Et puis pour les entretiens individuels, moi j'ai toujours invité les deux parents et je les ai reçus quand ils sont séparés, ensemble ou séparément, selon ce qu'ils choisissaient. C'est vrai que ça multiplie encore, mais ça me semble très très important de recevoir le parent qui n'a pas la garde, parce qu'on s'aperçoit souvent que le parent qui n'a pas la garde n'a pas les éléments nécessaires de par toute la complication de la vie séparée, pour s'impliquer. Donc souvent, on lui reproche qu'il n'est pas impliqué, mais en fait, ça peut être aussi un rôle de l'école de l'aider à s'impliquer. Donc voilà, hein, et puis prendre en compte aussi les points de vue différents. Effectivement, l'enfant est parfois en conflit de loyauté, mais ça fait partie de la vie. Donc, essayer aussi de jouer son rôle. Alors, je ne dis pas qu'on est là pour faire la paix entre les deux parents, mais en tout cas, constater qu'il peut y avoir deux points de vue différents et essayer voilà, que l'école puisse en tout cas avoir son rôle avec les deux parents. Voilà. On va reprendre la question Alors, sur l'autorité, enfin sur la sanction qui est sur la assez sanction, alors justement, effectivement, donc quand j'ai donné l'exemple de la sanction, parce que c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée moi-même en tant que parent, je pense effectivement que lorsqu'un collège donne une sanction, c'est souvent au collège, mais en primaire aussi, il va informer les parents de cette sanction. Plus cette sanction est réfléchie, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas, plus ça va être facile à comprendre pour les parents, c'est-à-dire nous donnons cette sanction dans le cadre d'un système de sanctions pensé, dans la mesure du possible éducatif,
Et donc, on va expliquer les arguments pour cette sanction et on n'a pas besoin d'avoir l'assentiment des parents pour l'appliquer. Bien sûr que non, on ne doit pas changer de sanction parce que les parents ne sont pas d'accord. On peut peut-être se remettre en cause. Peut-être après, on rentre chez soi et on se dit, ah bah oui, en fait, ce que m'a dit ce parent, ça me fait réfléchir. Et peut-être l'année prochaine, je vais changer. Mais dans un premier temps, non, on n'a pas à changer. On a simplement à prendre acte que le parent n'est pas d'accord et puis appliquer la sanction qui était décidée. En tout cas, c'est la manière dont moi, je conçois la coéducation. Et de la même façon, on n'a pas à reprocher aux parents leur modalité de sanction à la maison, sauf si on estime qu'il y a maltraitance. Bien entendu qu'il y a des limites. Hein. De la même façon qu'un parent peut attaquer un enseignant en justice s'il estime qu'il y a maltraitance, nous, on doit faire une information préoccupante. Vous connaissez tous ces procédés si on estime qu'il y a maltraitance. Mais s'il y a seulement désaccord éducatif, eh bien, nous allons en parler et puis l'enfant va vivre avec ses différences. Vous savez, quand l'enfant va chez ses grands-parents, il n'a pas non plus le même système de discipline qu'à la maison. Et les enfants, ils grandissent avec ça. Hein. Ce qui est compliqué pour eux, c'est quand on ne se respecte pas mutuellement dans la manière dont on se parle les uns des autres. Alors, sur la question du temps pour les entretiens, je suis bien consciente de cette limite. Et c'est pourquoi les entretiens individuels systématiques ne peuvent pas rentrer dans les textes. Néanmoins, moi, j'ai toujours vécu, je n'ai jamais dit que je faisais du bénévolat. Ça fait partie du travail invisible. Il y a des enseignants qui passent plus de temps pour préparer leur classe. Il y a des enseignants qui font des projets culturels, qui partent en classe découverte, qui font des tas de choses et qui passent beaucoup, beaucoup de temps. Bon, évidemment, certains fanatiques cumulent et font ça c'est sûr. Donc, on travaille à la fin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en ce qui concerne les entretiens individuels, c'est un tel bénéfice sur le climat scolaire et sur l'efficacité du travail parce que les parents nous donnent tellement d'éléments intéressants pour mieux accompagner les enfants que moi, personnellement, alors pour la petite histoire, j'ai commencé à faire ça lorsque mon fils aîné, qui aura 40 ans cette année, était au CP. C'est son enseignant qui m'a proposé des entretiens individuels, alors que mon fils n'avait pas de problème pour apprendre à lire et qu'il m'a dit, bon, tu penseras t'inscrire pour l'entretien individuel. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce qu'elle m'avait apporté, à quel point ça a aidé mon fils de rencontrer cet enseignant en enlevant ma casquette de collègue et de devenir parent, et puis de prendre du temps. Et puis mon gamin, c'est pas parce qu'il n'était pas en échec à l'école qu'il n'avait pas besoin de parler de ce moment de CP qui était important pour lui. Donc j'ai commencé à ce moment-là, hein, c'était donc il y a 35 ans, et depuis, je suis devenue accro à ce dispositif parce que ça change tout en fait dans la manière dont on aborde sa classe. Et en effet, et ça a des répercussions certainement sociales sur le territoire, parce qu'on voit bien que sur les sujets qu'on a rencontrés dernièrement, que ce soit le harcèlement, la violence urbaine, la violence intrafamiliale qui est rejaillie sur, on voit bien que chacun a notre place, enseignants, professionnels d'éducation, parents, plus on communiquera et on partagera, plus on agira pour un climat de paix. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris ce soir. Absolument. Alors, je vois que le chat est devenu très, très riche. Je peux faire une proposition. J'ai déjà fait ça d'autres fois, c'est de faire des réponses par écrit par la suite. Je ne ferai pas des tonnes et des tonnes de réponses, mais je veux bien je veux bien reprendre le chat et faire quelques réponses. Parce que là, il y a celle des conseils donnés aux enseignants et aux parents quand il arrive ce décrochage ou de phobie scolaire, avec l'anxiété, la pression, etc. Comment faire dans ces situations-là? Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question parce que ce sont vraiment des questions. D'abord, je connais mal le collège et le lycée, mais d'autre part, ce sont tellement des questions qui remettent en cause notre institution scolaire. C'est l'institution scolaire qui produit le décrochage et la phobie scolaire, pas toute seule, hein, avec l'ensemble de la société, et puis également, pour une part, le milieu familial. Mais finalement, la solution, alors là, je me référais peut-être à ce que fait École et Famille, hein, c'est eux qui travaillent là-dessus, elle peut être pour moi que ce que j'ai appelé systémique et partenariale. Donc, je dirais juste ça, c'est instaurer un dialogue dans lequel on ne soit pas seul en face à face, parents et enseignants, et surtout pas un triangle avec parents, enseignants et l'enfant, où finalement l'enfant est lui presque lui-même au tribunal, quoi, en train d'être sommé de s'expliquer sur ses comportements qui ne sont pas ceux qui sont attendus, mais d'essayer de comprendre la situation dans sa complexité et puis de voir sur qui on peut s'appuyer. Par exemple, École et Famille, ils ont une pratique pour les équipes éducatives. Ils proposent aux parents ou aux jeunes, quand il est grand, de choisir quel serait l'adulte qui pourrait assister à l'équipe éducative et qui sera un appui pour toi. Et donc, le jeune va parler de l'animateur sportif ou va parler parfois de quelqu'un de la communauté religieuse ou parfois va aller chercher, nous a raconté le formateur, son instinct de l'école maternelle qu'il est retourné voir pendant des années, etc., et dont il se souvient qu'elle, au moins, elle le comprenait. Bon, évidemment, c'est un gros mythe dans sa tête, mais n'empêche que ça va être quelqu'un à l'équipe éducative qui va peut-être ouvrir des portes auxquelles on ne s'attendait pas. Donc voilà les quelques conseils que je peux donner.
Il faut un village pour éduquer un enfant. C'est bien un Exactement. problème. Donc, c'est vraiment cette idée que nous aussi, dans notre société, il faut tout un quartier pour élever un enfant. Voilà. Et Et comme si, quelqu'un l'a dit, je crois, dans le PowerPoint, dans le chat, j'ai vu, appuyez-vous sur les partenaires, ce sont des pros. ouais. Bien sûr, les gens de l'éducation populaire, c'est une mine. Ils ont une autre façon de voir nos élèves. Et si on les écoute, ils peuvent nous apprendre beaucoup sur ces élèves décrocheurs ou phobiques. Mais Et, bon, je redis, c'est aussi l'école qui doit changer, hein, pas que les et, parents. et- et de saisir les opportunités justement pour ne pas rester seul, de lutter contre l'isolement. Et ça peut être en effet le tissu associatif qui peut être relais parce qu'il faut voilà, être plusieurs, des partenaires, comme vous dites, qui voilà, accompagnent, encouragent et libérer la parole aussi. Tout à fait. Mais libérer la parole, encore faut-il que le non-jugement soit installé. Parce Mm. que c'est vrai que quand les parents parlent, et malheureusement, ça se passe trop souvent, et en entretien et en conseil de classe, et qu'on se plaint de ce qu'ils ont dit, parce que de toute façon, ce qu'ils ont dit, ça n'allait pas, en fait, on ne peut pas libérer la parole et espérer après que les gens s'expriment, en fait. Donc, et puis, on ne peut pas demander la confiance et l'estime si soi-même, on ne donne pas de la confiance et de l'estime. Mm. Ouais. Donc il y a des règles de fonctionnement à établir Mm, dans ces processus de partage. c'est ça. Dans ce que Bon, on vous est avez presque au bout. présenté, Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je vous écoute. oui, moi c'était moi juste. Dans ce que vous avez présenté, il y avait beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de l'animation de l'établissement avec les parents, des rencontres, etc. Et puis il y a le suivi individuel de l'enfant ne doit surtout pas se faire que quand il y a un problème. On est bien d'accord là-dessus. Mais est-ce que l'un rejaillit sur l'autre? Est-ce que le fait que l'association de parents d'élèves mène plein de choses dans l'établissement, que le chef d'établissement implique beaucoup les parents, fait que c'est plus facile dans la rencontre individuelle et que, disons, l'enfant se sent plus accompagné par tous les partenaires, même individuellement. Mm. Il n'y a pas vraiment de règle là-dessus parce que, comme je le disais à propos de la question de la juste distance, les parents, ce n'est pas une entité collective qui Ouais. existe. Et il y a énormément de relations différentes à l'école, il y a énormément de vécus scolaires différents, énormément de vies différentes. D'ailleurs, vous le voyez très bien dans vos familles, on n'a pas tous le même rapport à l'école, ni les mêmes souhaits par rapport à l'école. Donc, certains parents vont être influencés par le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans l'école, qu'il y ait de la convivialité, et ça va les mettre en confiance pour les entretiens individuels. Puis d'autres vont passer complètement à côté de ce côté parce que ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher là. Donc, il n'y a pas une relation de cause à effet, je dirais, entre les deux. Pour moi, les deux côtés sont importants et intéressants, mais je ne pense pas qu'il y ait une relation vraiment. Voilà, ça dépend des cas. L'école de la confiance, nous dit Anem. Avec 3 points de suspension. C'est un vaste En tout défi, cas, mais voilà, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit et ça se mérite. et ça se vit. Et ça se vit. Et ça se vit petit à petit, avec des allers-retours. Voilà. Et, oui. Et à travers les temps, je pense que c'est ça qui est aussi primordial, la Absolument. construire tous les jours, en fait, Mm. lorsqu'on est praticien et professionnel. Tout à fait. Juste sur la question, quand vous avez posé la question, ça me fait travailler sur le lien entre l'individuel et le collectif. Je dirais plutôt, moi, je voyais un lien entre les 4 types de dispositifs, entre accueillir, informer, dialoguer, impliquer, Oui, de manière générale dans l'établissement. Et notamment les répercussions de l'accueil oui. sur les conditions du dialogue. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu quand j'étais directrice. Combien de fois je me suis dit, ou je me souviens que j'avais une assistante administrative, je lui disais, bah, tu vois, aujourd'hui, là, on vient d'avoir un grain de sable, et si on n'avait pas tout ce qu'on fait tous les jours avec les parents, eh ben, on aurait eu une bombe. Parce qu'en fait, si vous accueillez bien les gens, si vous les informez bien, s'ils savent qu'ils peuvent dialoguer, eh bien, quand ils tombent sur un grain de sable, parce qu'il y en a tout le temps, eh ben, c'est plus facile à avaler, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une règle de management, finalement, quelque part. Oui, oui. D'où le rôle très important du chef d'établissement Tout à fait. dans toute Mm. cette Mm. logistique C'est et sûr. ambiance. Dans dans cet écosystème. Et quelqu'un précise Et le aussi le personnel de vie personnel de vie scolaire, bien scolaire. sûr, hein, bien sûr. La CPE, la CPE, au collège, au lycée, bien sûr. Donc on voit bien que c'est tout un écosystème en fait, voilà, qui doit apprendre à travailler ensemble.
Alors, la dernière question sur les exemples donnés, oui, sont développés dans le dernier livre. Oui, j'ai pratiquement fait écho qu'à des dispositifs du livre, sauf certains comme la culture à la maison, par exemple, la culture de, enfin, certains qui sont, si, quoi que ça aussi. Donc, en principe, ils sont tous développés, oui, oui. Et à compléter avec les ressources sur le site Alain Savary et Canopé. Et dans la présentation du livre par Canopé, il est bien dit que c'est pour les enseignants et les parents, ce livre. Voilà, c'est ça. Je suis Merci un en peu tout cas, mesurée là-dessus parce que c'est quand même plus un livre pour les professionnels. D'accord. En tout Bon, cas, Il est merci, 19h. il est merci à 19h. l'ICP. Ouais, merci à l'ICP d'organiser cette conférence C'est la parce qu'en facette. effet, c'est vraiment très instructif d'échanger et ça en témoigne toutes les questions ce soir et les remarques comme quoi c'est un vaste sujet qu'on pourra réaborder une prochaine fois. Oui, Voilà. Merci à vous aussi pour l'invitation. Mais voilà. merci. Annie. Alors, merci à tout le monde. Et puis, rendez-vous donc le 8 novembre sur les questions d'éducation positive et toute la bataille autour de cette question. Et voilà. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venus. Si vous voulez bien décrocher progressivement, parce qu'on va rester quelques instants entre avec Catherine et les quelques. Voilà. Donc, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et merci beaucoup. Merci pour Au votre revoir. participation. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Voilà, ça descend vite. 27. 23. Il y a eu combien du coup au total? 104. C'est bon. C'était comme vous disiez. C'est l'expérience. Il y a eu un moment où je me suis dit, ils sont qu'à 94, on ne va pas avoir les 100. Et puis si, c'est venu comme une petite vague qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Mais il n'y avait pas 100 à l'admis. Ouais. Il Et, faisait encore beau, hein, à Ouais, c'est 18 h. normal, hein. oui, et puis les gens rentrent, puis ils ne regardent pas leur montre, etc. Voilà, ben vous recevrez, je vous enverrai tout le chat qui dit merci, merci. C'est très intéressant. Enfin, vous l'avez vu, hein, mais Oui, je le vois là, oui. Mais c'est oui, vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu des interventions un peu plus longues et tout, et j'aimerais bien les relire. Et oui, ben éventuellement, vous je les te dis, aurez. je peux. Ouais, ouais. Vous les aurez. En revanche, on n'a pas le. Enfin, je pense pour ce qui Ah est de oui, leur vous faire n'avez une pas les mails des réponse, gens. Ah oui, pour les non, non, réponses, on n'a pas d'accord. le droit, vous savez, c'est dommage. On n'a pas Ok, le droit oui, parce d'avoir que je leur sais qu'il m'est mail. déjà arrivé de faire ça, Ouais, ouais. dans un webinaire comme ça, de répondre par écrit. Ouais. On n'a pas leur mail, on n'a même pas le droit d'avoir leur d'où ils viennent, leur profession et tout ça. Ah bon, Si, d'accord. si, avant, on avait des fichiers où on avait tout ça. Donc, la personne qui faisait la conférence pouvait savoir qu'il y avait 5 psychologues, 18 directeurs, un avocat, enfin, Ok. savoir connaître son public. Et là, c'est pour ça que je pose un peu la question, et puis on voit d'où ils viennent, et quelquefois ils disent qui ils sont. On Vous avait avez, visiblement du chef d'établissement dedans. on a encore 8 spectateurs? Oui. Mm. 12 je vois. Ouais, 12. oui, 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 8, mais non. 12, mais nous, on est 4, donc 8. Ouais, donc il reste 8. Bon, ce qui ne nous empêche pas de Bah parler. oui, ça ne nous empêche pas de parler, on dit rien de Bah, secret, hein. bon, voilà, il n'y a rien de secret. Bah, c'était très dense, hein, parce que quel challenge de faire en 1 heure. Waouh, impressionnant. Condenser plein de choses. Oui, c'est vrai. Dense, structuré, hyper clair, avec des Ouais, ressources, enfin, renvoyant. Non, non, bravo, hein. ah ouais, super, Bon, bah, tant super. mieux. Ah ouais, c'était captivant. Enfin, franchement, j'ai essayé de prendre des notes tout le long, mais je regarderai avec plaisir le PowerPoint pour compléter. Et on voit que vous êtes passionné, hein. Ah, c'est le cas. Et ce que Et je puis, trouvais super intéressant aussi, c'était tous les développements que vous avez fait des obstacles, que je pense que les professionnels, ils doivent vraiment se sentir identifiés là-dessus. Et je hmm, trouve que ça, c'est important justement pour réfléchir et penser d'une autre façon de la relation. Je pense que déjà ça leur fait tout de suite ouais, écho. c'est comme une reconnaissance mutuelle. Voilà, voilà, Et voilà. oui, c'est sûr, parce que si on parle aux gens en leur disant, bah, vous faites ce que vous faites, ça ne va pas du tout, vous avez rien compris, c'est pas la solution, quoi.